Elle était trempée, humiliée devant toute la ville et n'avait plus rien à perdre. Et c'est à ce moment-là que tout a changé. Une femme cruelle lui a jeté une bassine d'eau de vaisselle sale. Elle l'a traitée de bonne à rien. Mais ce que cette aubergiste ne savait pas, c'est qu'elle venait de commettre la pire erreur de sa misérable vie. Car l'homme qui est sorti de l'ombre ce matin-là n'a pas seulement changé le destin de Clara Jenkins. Il a anéanti tous ceux qui s'étaient moqués d'elle. C'est une soirée de survie, de fureur et d'un amour forgé dans la glace et le feu. Restez jusqu'à la fin. Mettez un j'aime et laissez le nom de votre ville en commentaire. Je veux voir jusqu'où cette histoire peut aller. La place du marché, un samedi matin, était le cœur battant de la ville de Ridgefield. C'était le genre d'endroit où tout le monde connaissait votre nom. Et s'ils ne le connaissaient pas, ils connaissaient vos affaires. L'odeur du maïs grillé et des planches de pain fraîchement coupées flottait dans l'air d'hiver. Le bruit des roues de chariot sur la boue gelée crissait sous le vacarme de 200 voix. Toutes parlaient en même temps. Des enfants se poursuivaient entre les étals. De vieux hommes se disputaient le prix du tabac. Des femmes, dans leurs plus beaux châles du dimanche, se penchaient les unes vers les autres. Elles chuchotaient des choses qu'elles n'auraient jamais dites à voix haute ailleurs. Clara Jenkins se déplaçait à travers tout cela comme une femme essayant de ne pas être vue. Elle avait 31 ans. Elle n'avait pas dormi une nuit complète depuis aussi longtemps qu'elle s'en souvienne. Les cernes sombres sous ses yeux étaient devenues des traits permanents de son visage. Ils étaient aussi naturels que sa mâchoire forte et la peau pâle de ses joues, gercées par le vent. Elle portait un manteau qui avait appartenu à son défunt mari, Thomas. C'était un grand manteau d'homme, et centré à la taille. Il ne flattait pas sa silhouette, mais il la protégeait efficacement du froid. Ses bottes étaient fissurées au talon gauche. Ses gants avaient un trou au pouce droit. Elle avait fourré un morceau de toile de jute plié dans la botte pour empêcher la neige d'entrer, et elle marchait prudemment, comme si le sol lui-même pouvait décider de la trahir. Elle était debout depuis 4 heures du matin. L'auberge de Ridgefield n'était pas un endroit agréable où travailler. Et Margaret Hollis, la propriétaire, n'était pas une femme agréable pour qui travailler. Clara avait pris ce poste il y a 11 mois. C'était après la mort de Thomas, emporté par la fièvre. Il lui avait laissé une dette de 300 dollars qu'elle ne pouvait pas payer. C'était soit l'auberge, soit l'hospice des pauvres à la lisière de la ville. Et Clara Jenkins avait décidé depuis longtemps qu'elle saignerait avant de mendier. Alors, elle frottait les sols et vidait les pots de chambre. Elle transportait l'eau du puits dans le noir. Elle servait le souper à des hommes ivres, avec un visage impassible et la bouche fermée. Et elle envoyait chaque pièce de monnaie qu'elle gagnait directement pour rembourser cette dette. Elle regardait le chiffre diminuer, centimètre par centimètre. Elle était venue au marché ce matin-là, sur les ordres de Margaret Hollis. Elle devait récupérer une livraison d'herbes séchées et un rouleau de lin bon marché. C'était à l'étal des Halverson, à l'extrémité nord de la place. Une simple course, 30 minutes, peut-être moins. Elle avait sa liste dans la poche de son manteau. Son esprit était fixé sur le retour avant le rush du petit déjeuner. La dernière fois qu'elle avait été en retard pour la mise en place, Margaret lui avait retiré sa paie de la semaine. Elle l'avait aussi forcé à dormir dans la réserve pendant 3 nuits en guise de punition. Elle ne l'a pas vu venir. Elle ne voyait jamais rien venir avec Margaret. Elle venait de récupérer le lin du vieux Sven Halverson. Elle se retournait vers l'auberge quand elle a entendu la voix. Cette voix aiguë et tranchante qui semblait toujours affûtée spécialement pour elle. Elle a percé le bruit du marché comme une lame de boucher dans une corde mouillée. La voilà, Clara Jenkins. Elle s'est arrêtée. Les muscles de ses épaules se sont tendus. Elle s'est retournée lentement. Margaret Hollis se tenait à 6 mètres de là, au bord de l'artère principale. Elle tenait une large bassine en argile à 2 mains. Son visage était de la couleur d'une betterave. Ses petits yeux brillaient d'une rage particulière. C'était une rage que Clara avait appris à reconnaître au cours des 11 derniers mois. La rage qui n'avait rien à voir avec ce que Clara avait fait, mais tout à voir avec ce qui avait mal tourné dans la matinée de Margaret, avant même que Clara n'arrive. Autour d'elle, les gens ralentissaient déjà, se tournant pour regarder. C'était Ridgefield. Le divertissement se trouvait là où on pouvait le trouver. Espèce de créature paresseuse et inutile, dit Margaret en marchant vers elle à pas rapides et courts. La bassine clapotait. Je t'ai envoyé chercher des herbes il y a 1 heure. 1 heure. As-tu la moindre idée du retard que nous avons ce matin?
As-tu la moindre idée de ce que ta paresse me coûte? Cela fait 30 minutes, dit Clara doucement, en gardant sa voix égale. Je suis venu directement de l'auberge. N'ose pas me corriger. Margaret s'arrêta à 1 mètre d'elle. Son menton tremblait. Tu n'as été qu'un fardeau depuis le jour où je t'ai embauché, mangeant ma nourriture, prenant de la place dans ma réserve, respirant mon air. Sais-tu ce que les hommes dans la salle à manger ont dit ce matin? Ils ont dit, ma nouvelle servante a l'air de manger plus qu'elle ne travaille. Et tu sais quoi? Et ils ont raison. Les rires ont commencé à fuser en marge de la foule. Une ondulation basse et incertaine au début. Le genre de rire qui vient de gens qui ne sont pas sûrs d'en avoir encore la permission. Mais Margaret l'a entendu, et cela a nourri quelque chose en elle. Sa voix est montée plus haut. Regarde-toi, regarde ta taille, Clara. Tu manges la moitié de mon garde-manger chaque semaine, et tu ne peux même pas porter une bassine d'eau sans la renverser. Ou tu ne peux pas gagner ce que tu consommes. Je porte ton poids de mort depuis 11 mois. 11 mois à te regarder te dandiner dans ma cuisine. Margaret. La voix de Clara était très basse maintenant. Arrête! Et manger mes profits et dormir sur ma paille et penser que tu mérites une sorte de dignité alors que tu n'as pas un sou en poche. Clara n'a pas vu la bassine basculer. Elle l'a senti. L'eau l'a frappée comme un poing, froide, puante, grise de vieux savon à vaisselle et de graisse. Et quelque chose qu'elle ne voulait pas identifier. L'eau l'a frappée en plein sur la poitrine et le visage. Elle a traversé le manteau de Thomas en une seule seconde, lui coupant le souffle. Elle a eu un hoquet. Le choc du froid était physique, immédiat, violent. La bassine d'argile a claqué sur la boue gelée à ses pieds. La place est devenue silencieuse. Puis quelqu'un a ri, puis quelqu'un d'autre. Un enfant a pointé du doigt. Une vieille femme à l'étal le plus proche s'est détournée, faisant semblant de ne pas voir. C'était sa propre forme de cruauté. Clara se tenait au milieu du marché, trempée, dégoulinante. Elle sentait le fond d'un seau à ordures de cuisine, et elle a senti le monde se rétrécir autour d'elle jusqu'à devenir une tête d'épingle. « Récupère tes affaires dans la réserve avant le coucher du soleil, » dit Margaret Hollis. Elle épousseta ses mains sur son tablier, aussi nonchalamment que si elle venait de vider un seau d'eau de jardin. « Ouais, je veux que tu aies quitté ma propriété avant la nuit. Tu peux emporter ta dette avec toi. Dis au premier juge que tu trouveras ce que tu me dois. Nous verrons ce qu'il fera d'une vagabonde qui ne peut pas payer sa pension. » Les rires ont augmenté. Un homme à 2 étals de là a fait un commentaire sur l'odeur. Un autre homme est acquiescé. Les mains de Clara tremblaient. « À cause du froid, se dit-elle. À cause du froid et rien d'autre. » Elle ne pleurait pas. Elle avait appris cette leçon la première semaine de son veuvage. Pleurer devant une foule, c'était juste leur donner une autre raison de se sentir supérieure à vous. Et elle avait déjà trop donné à cette foule aujourd'hui. Elle se pencha et ramassa le rouleau de lin là où il était tombé dans la boue. Elle se redressa. Elle se tint aussi droite qu'elle le pouvait. Et c'est alors que la place redevint silencieuse, mais différemment cette fois. Pas le silence haletant du choc ou le silence chaud et laid de la moquerie, mais quelque chose d'autre, de tout à fait différent, quelque chose de plus ancien et de plus primal. Le genre de silence qui s'abat sur un troupeau quand un prédateur entre dans la clairière. Elle a entendu les bottes avant de le voir. Lourdes, délibérées. Chaque pas était une déclaration distincte, sans hâte. Le son a traversé le bruit du marché comme le tonnerre traverse une conversation. On ne décidait pas de l'entendre, on l'entendait tout simplement. La foule qui s'était rassemblée pour assister à l'humiliation de Clara a commencé à s'écarter. Pas rapidement, pas de façon spectaculaire, mais avec un mouvement silencieux et instinctif de gens qui ne voulaient pas se trouver entre ce qui arrivait et sa destination. Cole Masterson est sorti de l'ombre du large auvent du magasin de fourrage. Il est entré dans la lumière du matin. Il n'était pas l'homme le plus grand que Clara ait jamais vu, bien qu'il soit assez grand. Il n'était pas le plus large, bien que ses épaules remplissent le cache-poussière noir usé qu'il portait. Il le portait comme un homme qui avait été bâti spécifiquement pour cela. Ce qu'il était, c'était calme. D'un calme absolu, déconcertant, une qualité plus effrayante que la taille ou la vitesse. Car elle suggérait quelqu'un qui avait fait la paix avec la suite des événements. Bien avant que quiconque dans la pièce n'ait même envisagé la question, son visage n'était que d'angles forts et de traits burinés par le temps.
une mâchoire qui semblait taillée dans le même granit que les montagnes visibles à l'horizon est, et ses yeux, gris foncé, droits et totalement dépourvus de chaleur. Il parcourait la foule rassemblée avec l'attention patiente et mesurée d'un homme. Un homme qui avait appris très tôt dans sa vie à distinguer les menaces du théâtre. Le nom de Cole Masterson était connu dans toutes les villes à moins de 200 miles de Ridgefield. Ce n'était pas un nom que l'on prononçait à la légère. Il dirigeait le plus grand ranch de chevaux sauvages du territoire. Un endroit isolé et inhospitalier dans une vallée rocheuse à 20 miles au nord. Il l'avait construit de ses propres mains en 15 ans de labeur intransigeant, parfois violent. Les histoires sur la façon dont il protégeait ce ranch circulaient, où on racontait comment des hommes avaient essayé de le voler et l'avaient regretté. Ces récits s'étaient amplifiés à chaque fois qu'on les racontait. Ils occupaient désormais une place spéciale dans l'imaginaire local. C'était la place réservée aux contes de mise en garde et aux choses qui vous rappellent de rester honnête, même quand personne ne regarde. Il a marché droit vers Clara. Il n'a pas regardé la foule. Il n'a pas regardé Margaret Hollis, et qui était devenue couleur de cendre froide dès qu'elle a réalisé qui marchait vers elle. Il a regardé Clara. Son manteau trempé, l'eau grise qui goûtait encore de ses cheveux sur la boue gelée, le rouleau de lin qu'elle tenait contre sa poitrine à deux mains, comme si c'était la dernière chose solide qui restait au monde. Et quelque chose a traversé son visage. Ce n'était pas tout à fait de la pitié, ni tout à fait de la colère, mais cela se situait entre les deux. Aussi, il s'est arrêté juste à côté d'elle. Puis il s'est tourné et a regardé Margaret Hollis. Le regard seul a suffi à faire reculer la femme d'un pas. Il a fouillé dans la poche intérieure de son cache-poussière. Il en a sorti une bourse en cuir assez lourde. Elle a fait un son distinct lorsqu'il l'a lancée. Elle a atterri aux pieds de Margaret. Sa dette, dit-il. Sa voix était basse, et elle portait comme les voix portent dans une vallée vide. Pas forte, mais d'une certaine manière partout. La totalité. Comptez-la si vous voulez, j'attendrai. Margaret a fixé la bourse. Elle a regardé Cole. Elle a de nouveau regardé la bourse. Monsieur Masterson, je ne... Comptez-la, dit-il à nouveau, avec la patience particulière d'un homme qui connaît l'issue d'une conversation avant qu'elle ne commence. Ou ramassez-la et acceptez-la comme règlement. Sa dette est effacée. Nous en avons fini ici. Margaret Hollis s'est penchée et a ramassé la bourse. Ses mains tremblaient. Ah, elle ne l'a pas compté. Cole s'est retourné vers Clara. De près, il était encore plus imposant. Mais ce qui l'a frappé, là dégoulinante, humiliée et trop frigorifiée pour penser clairement, ce n'était pas sa taille, ni la gravité de sa présence. C'était ses yeux. Il la regardait sans pitié, sans jugement, sans la légère et insupportable condescendance que toutes les personnes qui avaient essayé de l'aider au cours des 11 derniers mois avaient manifesté. Le regard qui disait « Je fais ça pour toi parce que tu ne peux pas le faire toi-même ». Il la regardait comme on regarde quelque chose que l'on reconnaît. Quelque chose qui mérite d'être pris au sérieux. « J'ai besoin d'une vachère et d'une femme qui sache tenir une cuisine, » dit-il simplement. « Travail difficile, longues heures, matin froid, un salaire juste, une vraie chambre, et personne ne vous dira un mot sur autre chose que le travail. » Il a fait une pause. « J'ai observé vos mains quand vous travaillez à la mise en place des étals le matin. Vous n'abandonnez pas. J'ai besoin de quelqu'un qui n'abandonne pas. » Clara l'a regardé pendant un long moment. L'eau s'infiltrait jusqu'à sa peau. Le vent avait commencé à lui enlever le peu de chaleur qui lui restait. Ses options étaient les suivantes. Elle pouvait refuser et passer le reste de la journée à chercher un autre poste. Dans une ville qui venait de la voir se faire asperger d'eau sale devant 200 personnes. Elle pouvait accepter la charité d'un homme qu'elle ne connaissait pas. Dans un endroit où elle n'était jamais allée, dans des conditions qu'elle n'avait pas négociées. Où elle pouvait reconnaître qu'en 31 ans à survivre à des choses qui auraient dû la briser, elle avait développé un instinct raisonnablement précis. Un instinct pour savoir quand quelque chose était un piège et quand c'était une porte. « Quand est-ce que je commence ?» demanda-t-elle. Quelque chose a bougé au coin de sa bouche. Ce n'était pas tout à fait un sourire. Mais c'était quelque chose. « Maintenant, dit-il, il s'est tourné et a marché vers l'extrémité nord de la place. Clara a glissé le rouleau de lin sous son bras. Vieille habitude, terminer la course. Même quand la course n'avait plus d'importance. Et elle l'a suivi. Derrière elle, la place du marché a recommencé à respirer. Les voix sont revenues. Les rires se sont calmés.
Margaret Hollis se tenait là, la bourse à la main. Elle a regardé jusqu'à ce que la silhouette large et droite de Clara disparaisse au coin du magasin de fourrage. Et quelque chose dans son expression aurait pu être le début d'une compréhension, arrivant 11 mois trop tard pour faire le moindre bien. Clara n'a pas regardé en arrière. Elle avait aussi appris cette leçon. Se regarder en arrière, c'était pour les gens qui n'étaient pas sûrs de leur destination. Et pour la première fois en 11 mois, bien que trempée, frigorifiée et vidée par l'épuisement, Clara Jenkins avait une direction. Elle avait une porte. Elle avait le son lourd et délibéré des bottes sur la boue gelée marchant devant elle comme un métronome. Il donnait le rythme et elle l'a suivi pas à pas sans qu'on le lui demande. Elle ne savait pas encore ce que serait le ranch. Elle ne savait pas à quoi ressembleraient les montagnes à l'aube, ni ce que ce serait de se réveiller dans une chambre qui était la sienne, ou ce que signifiait que l'homme le plus craint du territoire venait de payer la dette d'une étrangère sans qu'on le lui demande. Elle ne savait rien de ce qui allait arriver. Le froid, les chevaux, les matins sombres, la façon dont la lumière du feu dansait sur les murs de la cuisine à la fin d'une longue journée de travail. L'expérience particulière et terrifiante d'être vue clairement par quelqu'un qui ne détournait pas le regard. Elle savait seulement que ses bottes étaient fissurées et son manteau trempé, et que le vent venait du nord avec une odeur de neige à venir, et que Cole Masterson marchait comme un homme qui n'avait jamais douté de sa vie que le sol le soutiendrait. Elle a pensé qu'elle pourrait apprendre quelque chose de cela. Alors elle a marché. Le chariot attendait à l'extrémité de la place. Il était attelé à 2 chevaux sombres qui se tenaient si immobiles qu'ils auraient pu être sculptés dans le même air gris du matin. Un jeune garçon de ferme au visage sérieux et au chapeau cabossé était assis sur le siège. Il a regardé Clara avec le genre d'expression prudente et neutre d'un homme qui avait appris que les décisions de son employeur étaient au-dessus de ses commentaires. Il est descendu sans un mot et lui a tendu la main pour l'aider à monter. Elle l'a prise, non pas parce qu'elle en avait besoin, mais parce que refuser aurait été une autre forme de bêtise. Et elle en avait fini avec la bêtise pour aujourd'hui. Cole est monté sur le siège et a pris les rênes sans cérémonie. Il n'a pas demandé si elle était à l'aise. Il n'a pas demandé si elle était prête. Il a simplement claqué la langue et les chevaux se sont mis en mouvement. Le chariot a roulé vers le nord, hors de Ridgefield, sur la route gelée. Et la ville s'est effacée derrière eux, comme quelque chose qui appartenait déjà au passé. La route montait régulièrement. Les pins se sont resserrés. Le ciel au-dessus des sommets était de la couleur de l'étain, bas et oppressant. Et les premiers flocons de neige légers ont commencé à dériver sur la route à environ 3 miles de la ville. De petits flocons précis qui frappaient le visage de Clara comme des aiguilles froides. Ils fondaient instantanément sur son manteau encore humide. Elle n'a rien dit. Cole n'a rien dit. Les chevaux expiraient des nuages de vapeur qui disparaissaient dans l'air blanc. C'est le jeune garçon de ferme, dont elle apprendrait plus tard qu'il s'appelait Pete, qui a finalement rompu le silence. Il avait 17 ans et était férocement compétent, comme le deviennent souvent les garçons qui grandissent dans des endroits difficiles. Il chevauchait derrière sur un cheval séparé. Il s'est approché du chariot assez longtemps pour passer une épaisse couverture de laine à Clara sans commentaire. Elle l'a prise et l'a enroulée autour de ses épaules. Elle a senti le premier degré de chaleur réelle qu'elle avait eu depuis 4 heures du matin. « Merci, dit-elle. »« Oui, madame, dit-il, et il recula. Elle a regardé Cole. Il observait la route, les 2 mains lâches sur les rênes, son profil illisible contre le ciel pâle. Il n'avait pas parlé depuis qu'ils avaient quitté la place. Cela ne semblait pas le déranger. Clara avait passé 11 mois en compagnie d'une femme qui remplissait chaque silence de grief, et elle a découvert que le silence ne la dérangeait pas du tout. En fait, elle pensait qu'elle pourrait y être plus à l'aise qu'elle ne l'avait prévu. « Pourquoi avez-vous fait ça ?» demanda-t-elle après qu'un autre mile soit passé. Il ne l'a pas regardé. « Je vous l'ai dit. »« Ah, j'ai besoin d'une vachère. »« Vous auriez pu embaucher une vachère sans payer mes dettes. » Une pause. Le chariot a craqué en passant sur une ornière gelée. Les pins de chaque côté devenaient plus grands. Et entre eux, dans la distance grise grandissante, les premières formes de vraies montagnes commençaient à se dessiner. Pas le genre de montagne douce et vallonnée, mais le genre dur et indifférent, le genre qui ne se souciait pas de savoir si vous y arriveriez ou non. « Vous étiez debout dans la boue, trempé, devant 200 personnes, dit-il, et vous teniez ce rouleau de lin comme si vous alliez encore le livrer. » Elle l'a regardé. « Ça me dit quelque chose, dit-il, et il n'a rien dit d'autre.
Clara s'est retournée pour faire face à la route. La neige s'épaississait, le monde devenait blanc sur les bords, et quelque part dans la vallée profonde devant eux, obscurcie par le temps et la distance, et le poids purement indifférent du territoire du Montana, où se trouvait un endroit qui deviendrait, bien qu'elle ne le sût pas encore, ne pouvait absolument pas l'avoir su, debout, trempé et frigorifié sur cette place du marché 45 minutes plus tôt, le seul foyer qu'elle ait jamais vraiment choisi. Elle a resserré la couverture autour de ses épaules. Elle a regardé la route. Elle n'a rien demandé d'autre. La vallée est apparue d'abord comme une ombre entre deux lignes de crête. Un pli sombre dans le paysage blanc vers lequel la route descendait avec un objectif lent et inexorable. Clara l'observait depuis près d'une heure. La façon dont elle s'approfondissait à mesure qu'il se rapprochait. La façon dont les pins de chaque côté devenaient plus denses, plus vieux et plus sérieux. La façon dont le vent changeait de caractère lorsqu'il passait sous la crête exposée. Ils sont entrés dans le couloir de roches et de bois qui menait au territoire de Cole Masterson. C'était plus calme ici, mais ce n'était pas un calme paisible. C'était le calme d'un endroit qui avait décidé depuis longtemps qu'il n'avait pas besoin de faire de compromis pour les gens. Le ranch est apparu au détour d'un virage sans avertissement. La première impression de Clara fut la taille. Il était plus grand qu'elle ne l'avait prévu. Pas à la manière d'un domaine de gentleman prospère, manucuré et délibéré, mais à la manière de quelque chose qui avait grandi organiquement au fil des années de nécessité. Chaque structure ajoutée lorsque la précédente devenait insuffisante. Le complexe entier s'étalait sur le fond de la vallée comme un homme qui avait progressivement cessé de s'excuser pour l'espace qu'il occupait. Il y avait une maison principale construite en bois sombre et en pierre. 2 étages avec un porche couvert sur toute sa longueur et une cheminée à chaque extrémité, et toutes deux actuellement froides. Derrière, relié par une passerelle couverte, se trouvait un bâtiment de cuisine avec sa propre cheminée séparée. Au-delà, une laiterie, une écurie assez longue pour abriter 30 chevaux, un hangar à foin, un dortoir, une forge et plusieurs autres dépendances dont Clara ne pouvait pas déterminer immédiatement l'usage. Le tout était drapé de neige, lourdement, complètement, sans pitié. Les toits étaient enfouis sous 60 centimètres de neige. Ouais, les clôtures étaient à moitié consumées. Les chemins entre les bâtiments avaient été déblayés, mais se remplissaient déjà à nouveau à cause de la chute de neige constante qui les avait suivis depuis la crête. Une seule lanterne brûlait à la fenêtre du dortoir, range et petite, contre l'énorme après-midi gris. C'était la seule chose dans tout le complexe qui suggérait de la chaleur. C'était sans aucun doute l'endroit le plus désolé que Clara Jenkins ait jamais vu. Elle s'est redressée un peu sur le siège du chariot. Cole a arrêté les chevaux dans la cour et est descendu de la même manière lente qu'il faisait tout. Pete s'est matérialisé de derrière le chariot et a commencé à dételer l'attelage avec l'efficacité exercée de quelqu'un qui l'avait fait 10 000 fois. Cole a contourné le chariot jusqu'aux côtés de Clara et lui a offert sa main. Pas exactement par courtoisie, plus comme une question de géométrie pratique. Le siège du chariot étant une longue marche jusqu'à un sol gelé et inégal. Elle l'a prise. Sa main était énorme, rugueuse comme de l'écorce, et complètement stable. La cuisine est par la passerelle couverte, dit-il, relâchant sa main dès qu'elle eut pris pied. Les provisions sont dans la chambre froide à l'arrière. Les seaux à lait sont dans la laiterie, déjà marqués. Je vous montrerai le troupeau demain matin. Je vous présenterai les vaches. Il a fait une pause, la regardant avec la même qualité directe et évaluatrice qu'il avait eue sur la place du marché. Ce soir, mettez-vous au chaud. Séchez-vous. Il y a une chambre à l'arrière du bâtiment de la cuisine. Rien d'extraordinaire, mais elle est à vous seule. Seule, dit-elle. Seule, confirma-t-il avec une platitude qui indiquait clairement que le mot n'était pas ouvert à l'élaboration. Elle a hoché la tête. Je vais commencer le souper. Quelque chose a traversé son visage. Surprise, vous pensa-t-elle rapidement contenue. Vous n'êtes pas obligé. Je suis assise dans un chariot froid depuis 2 heures, dit-elle, et je préfère être utile que chaude. Où gardez-vous vos oignons? Il l'a regardé un moment, puis il lui a dit où se trouvaient les oignons. La cuisine n'avait pas été utilisée régulièrement depuis longtemps. C'était clair dès les 30 premières secondes de l'inspection de Clara. Elle n'était pas sale par négligence volontaire, mais à la manière d'un endroit qui avait simplement été oublié. Une fine pellicule de poussière grise sur chaque surface.
Une odeur persistante de cendres froides et de vieille graisse. Des casseroles empilées sans avoir été correctement nettoyées. Un sol balayé mais non lavé depuis ce qui semblait être des mois. Le foyer était énorme, construit pour une cuisine sérieuse, avec des crochets en fer, une grue et une large surface de cuisson plate. Quelqu'un l'avait conçu avec savoir et intention. Et on l'avait laissé là, inactif, gris et couvert de toiles d'araignée comme une ruine. Clara est restée au milieu de la pièce un moment et a respiré l'air. Puis elle a enlevé le manteau de Thomas, l'a accroché au porte-manteau près de la porte, a retroussé ses manches et s'est mise au travail. Elle a d'abord allumé un feu. C'était toujours la première chose à faire dans un espace froid, car une cuisine sans chaleur n'était qu'une pièce avec des casseroles. La boîte à bois à côté du foyer était pleine. Au moins, celui qui gérait les provisions s'en était assuré. Elle a construit le feu avec l'attention concentrée de quelqu'un qui le faisait depuis l'enfance. Elle a superposé l'amadou et le petit bois avec la patience qui vient de savoir exactement à quelle vitesse l'impatience peut vous coûter une heure. Quand il a pris, elle l'a nourri régulièrement jusqu'à ce que le foyer rugisse. La lumière orange repoussait le gris de la fin d'après-midi qui pressait contre la seule fenêtre au-dessus du plan de travail. Puis elle a nettoyé. Pas le nettoyage en profondeur dont la cuisine avait besoin et qu'elle recevrait un jour, mais le nettoyage pratique et immédiat qui rendait un espace fonctionnel. Elle a dégagé le plan de travail, frotté la marmite principale, balayé le sol des pires accumulations. Elle a essuyé les étagères près du foyer où elle aurait besoin de travailler. Elle a trouvé les oignons là où Cole avait dit qu'ils seraient, et des pommes de terre et un morceau de porc salé suspendu dans la chambre froide. Il était bon et solide et ferait exactement ce dont elle avait besoin. Il y avait du thym séché et de la sauge sur une étagère qui n'avait clairement pas été touchée depuis des mois. Ils étaient encore parfumés quand elle a ouvert les bocaux, encore vivants du souvenir de l'été d'une autre saison que celle-ci. Elle a cuisiné comme elle faisait tout, sans mouvement inutile, avec une attention totale, avec l'autorité tranquille de quelqu'un qui avait nourri des gens dans des conditions difficiles pendant la majeure partie de sa vie d'adulte. Elle comprenait que la nourriture n'était pas seulement du carburant. C'était en fait le principal argument que la civilisation avançait pour elle-même contre toute autre alternative, un ragoût de porc et de pommes de terre. Oui, c'est une poêle de pain de maïs cuit dans une poêle en fonte qu'elle a trouvée sous une pile de ses cousines négligées. Elle l'a restaurée avec une touche de saindoux et une main prudente avec la chaleur, et une cafetière de café. Non pas parce que le café était compliqué, mais parce que son odeur était le moyen le plus rapide de faire d'un espace froid et sombre un endroit où un être humain avait décidé de rester. Elle avait mis la table et la nourriture était chaude. Au moment où la porte du dortoir s'est ouverte de l'autre côté de la cour, elle a entendu des bottes sur la passerelle couverte. Ils étaient 6, sans compter Cole. Pete, qu'elle connaissait déjà. Un homme aux larges épaules d'une quarantaine d'années, nommé Hank. Elle apprendrait plus tard qu'il était avec Cole depuis le début. 2 frères de Georgie nommés Dow et Alice, qui finissaient les phrases l'un de l'autre et n'étaient d'accord sur rien sauf les chevaux. Un Suédois taciturne nommé Lars qui communiquait principalement par des mouvements de sourcils. Et un jeune garçon de ferme mexicain nommé Thomas, qui avait le genre de visage qui croyait encore que le monde était fondamentalement décent et rassemblait des preuves en conséquence. Ils sont entrés dans la cuisine avec l'énergie prudente et hésitante d'hommes entrant dans un espace où ils n'étaient pas sûrs d'être autorisés. Et puis ils se sont arrêtés, et l'odeur les a frappés, tout à la fois. Le porc, la sauge, le pain de maïs et le café. Et Clara a vu les épaules de 6 hommes adultes s'affaisser d'environ 5 centimètres dans un soulagement collectif et involontaire. « Madame, dit Hank en enlevant son chapeau. Les autres ont enlevé leur chapeau. « Asseyez-vous, dit-elle. C'est chaud, et j'aimerais que ce soit mangé pendant que ça l'est. » Ils se sont assis. Cole est entré en dernier, se baissant légèrement au cadre de la porte par habitude. Une habitude qui suggérait que les cadres de porte de sa vie n'avaient pas toujours été construits en tenant compte de sa taille. Il s'est arrêté à l'entrée de la cuisine et a observé la scène. Les surfaces propres, le feu, la table mise, les hommes se servant déjà du pain. Et il a regardé Clara avec une expression qu'elle ne pouvait pas entièrement lire. Quelque chose qui vivait sous la surface de son calme habituel, privé et soigneusement contenu. « Vous n'aviez pas à faire ça ce soir, dit-il. »« Ou, je sais, dit-elle pour elle. Et elle lui tendit d'un bol. Il s'est assis en bout de table.
Le repas était largement silencieux, de la manière dont les repas entre hommes de peine dans les climats froids ont tendance à l'être, concentrés, appréciatifs, efficaces. Mais ce n'était pas un silence inconfortable. C'était le silence de gens qui étaient au chaud et nourris. Et qui, inside Empire, et qui, par conséquent, n'avaient temporairement plus de raison d'être sombres. Dow a dit quelque chose à Ellis à voix basse, et Ellis a reniflé. Thomas a demandé poliment à Clara si le thym était frais ou séché, et elle lui a dit séché. De l'été dernier, pensa-t-elle, et il a hoché la tête avec la gravité d'un homme archivant une observation importante. Lars a mangé 3 bols de ragoût et n'a rien dit, ce que Clara a correctement interprété comme le plus grand éloge disponible. Cole l'a observé depuis le bout de la table sans avoir l'air de l'observer, ce qu'elle a remarqué et n'a rien dit à ce sujet. Elle a dormi cette nuit-là dans une chambre d'environ 2 mètres sur 2 mètres 50, avec un lit étroit, une couverture en laine et un petit poêle en fonte qu'elle a alimenté d'un feu prudent. Et pour la première fois en 11 mois, elle n'écoutait pas les pas de Margaret Hollis dans le couloir au-dessus. La chambre sentait le vieux bois, la résine de pin et, faiblement, de loin, les chevaux. Le vent s'acharnait sur la seule fenêtre mais n'entrait pas. Elle était allongée sur le dos dans le noir et fixait le plafond. Elle pensait à l'expression sur le visage de Cole Masterson quand il l'avait regardée à travers la place du marché bondé. Pas la partie effrayante, la partie aux yeux froids qui avait dispersé la foule et réduit Margaret Hollis au silence. Mais le moment d'avant, quand il s'était approché d'elle pour la première fois. La façon dont il l'avait regardée, trempée, dégoulinante et tenant toujours ce rouleau de lin. Oui, ça me dit quelque chose. Il avait dit. Elle s'est endormie en se demandant ce que cela lui avait dit exactement. Elle était debout avant 4 heures. Vieille habitude que le corps impose quelles que soient les circonstances. Elle s'est habillée dans le noir, a ravivé le feu de la cuisine. Et au moment où le ciel au-dessus de la crête de la vallée est passé du noir au bleu profond et meurtri qui précède une aube d'hiver, elle était dans la laiterie. Ses manches étaient retroussées et ses mains apprenaient déjà le tempérament particulier des 7 vaches laitières de Cole Masterson. Les vaches n'étaient pas des créatures compliquées, mais elles étaient des créatures de rituel, et elles n'accordaient pas leur coopération aux étrangers sans une période de négociation. Clara comprenait cela. Elle se déplaçait lentement et parlait d'une voix basse et régulière. Elle laissait chaque animal enregistrer sa présence sans pression. Et au moment où elle a atteint la 4e vache, une grande brune au dos large, au visage patient et à la quantité de lait impressionnante, elle a commencé à ressentir la satisfaction rythmique et méditative du travail simple et nécessaire. Un travail qui ne demande rien de vous, sauf votre pleine attention. Les seaux à lait étaient lourds. Le froid dans l'étable était assez profond pour rendre son souffle visible en épais nuages. Le tabouret en bois était dur, et ses mains lui faisaient mal au premier geste avec chaque nouvel animal, jusqu'à ce que la chaleur du travail repousse le froid. Rien de tout cela ne la dérangeait. Elle avait une relation spécifique et bien développée avec la difficulté physique. On pourrait la décrire comme un respect mutuel. Elle reconnaissait sa présence. La difficulté reconnaissait son refus de se laisser définir par elle. Et il procédait sur cette base. Elle en était à la 6e vache quand elle a entendu la porte de l'étable s'ouvrir. Cole est entré sans lanterne, ce qui signifiait que ses yeux s'étaient suffisamment habitués à l'obscurité d'avant l'aube pour naviguer à la faible lumière grise qui commençait à filtrer à travers les lattes du mur de l'étable. Il était déjà habillé pour la journée, manteau et chapeau enfilés, avec la détermination calme d'un homme qui n'avait pas eu besoin de réveil depuis l'âge de 12 ans environ. Il s'est arrêté quand il l'a vu, observant les 5 seaux pleins alignés contre le mur du fond. La 6e vache, calme et coopérative. Les mains de Clara se déplaçant avec le rythme régulier et exercé de quelqu'un qui n'avait pas besoin de penser à ce qu'elle faisait. « Vous avez déjà fait ça, dit-il. »« J'avais 8 ans, dit-elle, sans s'arrêter. Mon père avait une ferme. Pas une belle ferme, mais les vaches ne se soucient pas de ce qui est beau. » Il est resté silencieux un moment. Puis il s'est approché du mur et s'y est appuyé. Elle a appuyé les bras croisés, l'observant travailler. De la manière dont elle apprenait déjà qu'elle lui était caractéristique. Une attention complète, sans gêne, comme si l'acte d'observation était en soi une forme de respect. « La grande brune, dit-il. Joséphine, elle n'aime pas les étrangers. »« Elle m'aime bien, dit Clara.
Une autre pause. Oui, dit-il. Ah, elle vous aime bien. Les jours qui ont suivi avaient une structure que Clara comprenait intuitivement. C'était la structure du vrai travail dans un vrai lieu, tôt, physique, implacable et entièrement régi par ce qui devait être fait, plutôt que par toute considération de confort ou de préférence. Elle était debout avant 4 heures chaque matin, d'abord la laiterie, puis le feu de la cuisine, puis le petit déjeuner pour les hommes. Puis retour à la laiterie pour filtrer et stocker le lait du matin. Puis le nettoyage de la cuisine, puis le pain si du pain était nécessaire. Puis le repas de midi, puis l'entretien nécessaire du bâtiment de la cuisine, puis la traite du soir, puis le souper. Elle s'endormait avant 9 heures et se réveillait avant 4 heures. Et pas une seule fois au cours de ces 2 premières semaines, elle n'a ressenti l'épuisement corrosif et spécifique du travail inutile qui avait défini ses 11 mois à l'auberge de Ridgefield. Ce travail avait du poids, des conséquences. Le lait qu'elle recueillait nourrissait les gens. Le pain qu'elle cuisait était mangé par des hommes effectuant un dur travail physique dans des conditions froides. Ils avaient besoin qu'il soit bon et nourrissant, et elle s'en assurait. La cuisine, sous ses mains, a commencé à se transformer. Oh, elle a frotté les sols à genoux avec de l'eau chaude et de la lessive et une brosse dure. Une section par jour, jusqu'à ce que les planches redeviennent pâles et propres. Elle a récuré chaque casserole et les a suspendues par ordre de taille. Elle a trouvé des herbes séchées qu'elle n'avait pas encore cataloguées et les a organisées sur des étagères étiquetées. Elle a fait fondre du saindoux et l'a stocké correctement. Elle a trouvé une cache de haricots secs dans la chambre froide qui avait été oubliée derrière une caisse de vieux outils. Elle les a fait tremper toute la nuit et les a cuisinés en quelque chose de magnifique pour le lendemain midi. Hank a remarqué en premier, parce que Hank remarquait tout. Il est entré dans la cuisine un après-midi alors qu'elle pétrissait du pain. Il s'est arrêté et a regardé l'espace propre et ordonné avec un examen lent et complet. L'examen d'un homme qui était sur ce ranch depuis assez longtemps pour comprendre à quoi il ressemblait avant. Cole avait une cuisinière, dit-il, pas tout à fait à elle et pas tout à fait à lui-même. Une femme nommée Ruth. Elle est partie il y a 3 ans. Clara a continué à pétrir. Pourquoi est-elle partie? Hank a réfléchi. Le ranch peut être dur pour les gens qui ont besoin que les choses soient différentes de ce qu'elles sont. Elle lui a jeté un coup d'œil. Et pour les gens qui n'en ont pas besoin. Il a souri, ce qu'elle comprendrait plus tard n'était pas un événement courant. Il semble que cela convienne parfaitement à certains d'entre eux, dit-il, et il est ressorti. Cole lui-même était plus difficile à cerner que ces hommes, en partie parce qu'il passait les longues heures de chaque journée à faire le travail réel du ranch. Gérer le troupeau de chevaux sauvages qui était l'activité principale de l'opération. Ce qui impliquait une combinaison de patience et de force contrôlée que Clara observait de loin avec une fascination silencieuse. Et en partie parce que sa manière d'occuper l'espace était si fondamentalement différente de celle de quiconque elle avait connu auparavant. Il n'était pas froid, exactement. Froid impliquait l'absence de chaleur. Et ce que Cole avait n'était pas une absence, mais une conservation délibérée. Une chaleur présente mais soigneusement gérée. Comme un feu construit par quelqu'un qui avait appris par expérience que le feu pouvait aussi détruire. Il venait à la cuisine pour chaque repas, toujours en dernier, toujours après que les hommes se soient installés. Et il mangeait sans cérémonie et partait sans s'attarder. Mais il a commencé, au cours de ses premières semaines, à rester quelques minutes de plus. Pas assez pour être remarqué. Pas assez pour constituer quelque chose d'aussi évident qu'un changement de comportement. Juste quelques minutes assis à la table débarrassée après le départ des hommes, avec une deuxième tasse de café pendant que Clara nettoyait autour de lui. La première vraie conversation a eu lieu à la fin de la 2e semaine. Une nuit où la température avait chuté brusquement et un vent violent balayait de la vallée depuis le nord. Clara avait préparé un copieux ragoût de venaison que Thomas avait rapporté d'une chasse cet après-midi-là. Et elle avait trouvé au fond d'une haute étagère une boîte de conserve scellée de vrai sucre. Elle estimait qu'elle était là depuis environ 2 ans. Et elle avait fait une petite fournée de biscuits à la mélasse avec. Au motif que les gens dans les endroits froids et les saisons difficiles méritaient quelque chose de sucré. Simplement parce qu'ils étaient vivants et faisaient de leur mieux. Les biscuits avaient réduit le dortoir à un état inhabituel de silence respectueux. Même Lars avait dit quelque chose. Un seul mot en suédois que Thomas avait traduit avec une grande solennité par magnifique. Cole n'avait rien dit, mais il en avait mangé 3,
ce qui était une déclaration en soi. Maintenant, les hommes étaient partis et la cuisine était calme. Clara était aux planches de travail, pressant le dernier beurre de la semaine dans des moules. C'est alors que Cole a parlé depuis sa chaise à l'autre bout. « Vous n'êtes pas ce à quoi je m'attendais, dit-il. Elle a pressé le beurre uniformément dans le moule. « À quoi vous attendiez-vous? »« À quelqu'un qui avait besoin d'être sauvé, dit-il. Elle a posé le presse-beurre et l'a regardé à travers la longueur de la cuisine. La lumière du feu était pleine entre eux, orange et changeante. Elle rendait les angles de son visage presque doux. Presque. « Vous ne m'avez pas sauvé, dit-elle. Vous m'avez ouvert une porte. Je l'ai franchie moi-même. » Il la regarda fixement. « Oui, dit-il. Mais vous l'avez fait. Pourquoi cela vous surprend-il? » Il est resté silencieux un long moment. Dans le silence, elle pouvait entendre le vent s'acharner sur le toit, le craquement des vieilles poutres s'ajustant au froid, et le mouvement et la respiration occasionnelle des chevaux dans l'écurie voisine. « J'ai fait venir des gens ici avant, » dit-il finalement. « Pas beaucoup, mais assez. La plupart d'entre eux passent le premier mois à essayer de trouver un moyen de partir. »« Je n'essaye pas de trouver un moyen de partir, dit-elle. »« Non, acquiesça-t-il, vous n'essayez pas. » Quelque chose est passé entre eux à ce moment-là, non déclaré, non dramatisé. Pas le genre de choses des romans à 10 sous que Clara avait parfois lus à la lueur de la lampe dans sa vie antérieure. C'était plus silencieux que ça, et plus sérieux. La reconnaissance spécifique que deux personnes qui ont été façonnées par la difficulté s'accordent parfois. Quand elles reconnaissent quelque chose de familier dans les fondations de l'autre, elle l'a regardé et il l'a regardé, et aucun d'eux n'a détourné le regard. Et puis Clara a repris le presse-beurre et Cole a fini son café et la conversation était terminée. Mais rien n'était plus pareil après. Elle est restée éveillée cette nuit-là plus longtemps que d'habitude. Elle fixait le plafond de sa petite chambre, le poêle en fonte cliquetant en refroidissant. Et elle a pensé à ce que Hank avait dit à propos de la cuisinière nommée Ruth, celle qui était partie parce que le ranch était dur pour les gens qui avaient besoin que les choses soient différentes de ce qu'elles étaient. Elle a pensé aux 11 mois à l'auberge de Ridgefield, à la réserve froide, au salaire réduit et au poids particulier d'être considéré comme moins que ce que vous étiez. Par quelqu'un qui avait besoin que vous restiez ainsi. Elle a pensé à Thomas, à la dette, à la place du marché, à l'eau de vaisselle grise imprégnant le manteau qui avait été porté un jour parce que quelqu'un qu'elle aimait l'avait porté. Et elle a pensé à Cole Masterson, assis au bout d'une longue table dans une cuisine qui sentait la venaison et les biscuits à la mélasse, et un feu qu'elle avait construit. Buvant un café qu'elle avait fait dans une vallée que le reste du monde avait jugée trop dure, trop froide et trop loin de tout pour avoir de l'importance. Elle a pensé « Je n'essaie pas de trouver un moyen de partir. » Elle s'est tournée sur le côté. Elle a fermé les yeux. Dehors, le vent est tombé brièvement. Et dans le silence avant qu'il ne revienne, elle pouvait entendre les chevaux dans l'écurie. Pas angoissé, pas agité, juste présent. Respirant lentement dans le noir et ancré à l'endroit où on les avait amenés et où ils avaient décidé, contre toute attente de leur nature sauvage, de rester. Elle a pensé que c'était probablement la chose la plus honnête qu'elle ait comprise depuis très longtemps. 3 semaines après l'arrivée de Clara, la vallée a commencé à la changer de manière qu'elle n'avait pas prévue et n'aurait pas pu prédire. Cela s'est produit lentement, comme tous les vrais changements. Pas dans les moments dramatiques et déclaratifs que les gens se souviennent et racontent, mais dans l'accumulation d'heures ordinaires qui s'additionnent sans annonce, pour former quelque chose de totalement différent de ce qui était avant. Elle l'a d'abord remarqué dans ses mains. Elles avaient toujours été fortes, toujours colleuses. Mais le travail spécifique du ranch les remodelait de nouvelles manières. Épaississant la paume de ses mains et durcissant les articulations de ses doigts contre le froid, le fer et le poids constant et nécessaire des seaux de lait pleins, portés sur un sol gelé avant que le soleil n'ait envisagé de se lever. Elle les a regardés un matin près du feu de la cuisine, les retournant, étudiant leur nouvelle topographie. Et elle a ressenti quelque chose qu'elle ne s'attendait pas à ressentir. Elle a ressenti de la fierté. La fierté fragile et défensive de quelqu'un qui essaie de se convaincre de sa propre valeur. La fierté solide et ancrée de quelqu'un qui a fait un vrai travail et peut en voir la preuve sur son propre corps. Le ranch remodelait plus que ses mains.
L'opération de chevaux sauvages de Cole ne ressemblait à rien de ce qu'elle avait connu dans sa vie antérieure. Une vie largement composée d'intérieurs domestiques et des rythmes contenus et prévisibles du travail à la ferme et à l'auberge. Le troupeau qu'il gardait, une population tournante de 40 à 60 animaux, capturés dans le territoire ouvert à l'ouest et amenés dans la vallée pour le débourrage et le dressage qui les rendrait finalement vendables. Ils occupaient les grands enclos derrière le bloc principal de l'écurie. Et leur présence dans la vallée était une énergie constante et agitée que Clara ressentait même dans la cuisine. Même avec les murs de l'étable entre eux et son plan de travail. Elle pouvait les entendre bouger la nuit. Elle pouvait entendre la voix de Cole de temps en temps, basse et patiente. Aux premières heures du barn, quand il était dans les enclos avant que la plupart des hommes ne soient réveillés, elle a commencé à aller regarder. Pas de manière intrusive, pas de manière évidente. Elle a trouvé une position au coin de la laiterie, partiellement à l'abri du vent. Oh, ouais, il y avait Attends. Et d'où elle pouvait observer l'enclos principal sans être directement dans le champ de vision de Cole. Et elle se tenait là, aux premières heures du matin, son manteau boutonné jusqu'au menton, une tasse de café réchauffant ses mains, et elle le regardait travailler. C'était la chose la plus tranquillement étonnante qu'elle ait jamais vue. Cole Masterson avec un cheval sauvage était une créature différente de Cole Masterson à la table du souper ou sur la place du marché, ou n'importe où ailleurs où elle l'avait observé. Le calme contrôlé qui faisait reculer les gens dans les espaces bondés devenait tout autre chose dans l'enclos. Pas adouci exactement, mais redirigé, tourné vers l'intérieur vers une patience si absolue qu'elle était presque méditative. Il se déplaçait lentement. Il attendait. Il laissait l'animal arriver au bord de sa propre peur, puis se retirait avant de le pousser au-delà. Encore et encore et encore. Enseignant au cheval la leçon précise et difficile que la proximité de cet être humain particulier n'était pas la même chose que le danger. Cela prenait des heures. Cela prenait des jours. Certains animaux y arrivaient plus vite que d'autres. Mais ils ne se pressaient jamais. Ils ne forçaient jamais. Ils restaient simplement constants, présents et sans hâte, jusqu'à ce que le système nerveux du cheval réapprenne progressivement l'équation. Elle a compris, en le regardant, que ce n'était pas simplement une compétence. C'était une philosophie. C'était la façon dont il abordait tout, le ranch, ses hommes, le territoire. Probablement son propre passé, quoi qu'il contienne, qu'elle ne connaissait pas encore et n'avait pas demandé. C'était un homme qui avait décidé, à un niveau fondamental, que les seules choses qui valaient la peine d'être possédées étaient celles qui venaient à vous honnêtement, sans coercition, à leur propre rythme et selon leurs propres termes. Elle a pensé à la place du marché. Elle a pensé à la bourse de pièces au pied de Margaret et à l'absence totale de drame dans le geste, la façon dont il l'avait simplement produite, lancée et attendue. Comme si le résultat n'était pas vraiment en question. Elle a pensé, il m'a traité de la même manière qu'il traite les chevaux. La pensée l'a surprise et elle l'a retournée soigneusement pour voir si elle devait s'en offenser. Elle a décidé à la place que c'était la chose la plus respectueuse que quelqu'un ait faite pour elle depuis plus longtemps qu'elle ne s'en souvienne. C'est Hank qui a finalement dit quelque chose sur ses observations matinales. Parce que Hank, comme elle l'apprenait, disait des choses sur tout, éventuellement, à son propre rythme et avec sa propre économie de langage particulière. Il est apparu au coin de la laiterie un matin alors qu'elle était à son poste d'observation. Il s'est tenu à côté d'elle un moment dans un silence amical avant de dire sans préambule. Il ne laisse pas la plupart des gens regarder. Elle l'a regardé. Il ne m'a pas demandé d'arrêter. Hank a réfléchi. Non, dit-il, il ne l'a pas fait. Il a fait une pause, regardant Cole se déplacer lentement autour du bord proche d'une jeune jument grise. Elle était encore en train de décider si elle était terrifiée ou simplement prudente. Il avait un partenaire autrefois, un homme nommé Garrett Webb. Il a commencé cette opération avec lui il y a 15 ans. Webb voulait le faire plus vite. Moins de patience, plus de cordes. Ils n'étaient pas d'accord sur beaucoup de choses. Finalement, Clara n'a rien dit, attendant. Webb est parti, a dit Hank. Il a pris 11 chevaux et 3 hommes avec lui. Il a monté sa propre affaire à 2 vallées de là. Ils ont eu des problèmes l'un avec l'autre depuis. Il a fait une autre pause. Et la pause avait un poids que Clara apprenait à lire. Le genre de problème qui ne reste pas à régler. Elle l'a regardé directement. Vous me dites ça pour une raison. Je vous dis ça, a dit Hank,
Parce que vous êtes la première personne en 3 ans que Cole a laissé venir à l'enclos le matin, et vous devriez savoir ce que le matin lui coûte. Il est retourné à l'écurie sans autre explication, ce qui était absolument caractéristique de lui. Et Clara est restée au coin de la laiterie avec son café refroidissant. Elle a regardé le dos droit de Cole dans la lumière grise du matin, et elle a senti quelque chose changer dans sa compréhension de cet endroit et de l'homme qui l'avait construit. De la même manière qu'une lentille change lorsque vous la tournez à la bonne distance focale, et l'image floue se résout soudainement en une clarté exacte et irréversible. Elle est retournée à la cuisine. Elle a commencé à faire plus de pain qu'ils n'en avaient besoin. Pas consciemment, pas comme une stratégie, mais elle a remarqué que lorsque la cuisine sentait le pain, les hommes rentraient du froid quelques minutes plus tôt le soir, et ils s'asseyaient quelques minutes de plus. Et la conversation était un peu plus chaleureuse et moins sur la réserve que les soirs où le souper était simplement le souper. Thomas avait commencé à lui apprendre des mots en espagnol, et elle avait commencé à lui enseigner les subtilités de la pâtisserie, un échange que tous deux entreprenaient avec un grand sérieux. Dawes et Dallas, des frères de Georgie, avaient pris l'habitude de s'arrêter à la cuisine en milieu d'après-midi, sous prétexte d'avoir besoin de café, ce dont ils n'avaient pas besoin. Mais cela leur donnait l'occasion de se disputer à propos de quelque chose dans un espace chaud, ce dont ils avaient clairement besoin. Même Lars, le Suédois impassible, avait commencé à apparaître à la porte de la cuisine en route pour la vérification du soir à l'écurie. Pas pour dire quoi que ce soit, mais pour respirer l'air de l'endroit et se tenir tranquillement un moment de la manière dont les gens se tiennent dans les églises, recueillant quelque chose d'invisible et de nécessaire. La cuisine était devenue le centre de la vie intérieure du ranch, et Clara n'avait pas planifié cela, ne l'avait pas orchestré. Elle avait simplement cuisiné de la vraie nourriture dans un espace chaud, et traité les gens comme s'ils méritaient de bien manger et d'être à l'aise. Et le résultat s'était assemblé autour d'elle aussi naturellement qu'un feu attire les gens du froid. Cole a remarqué. Elle savait qu'il avait remarqué parce qu'il n'en disait rien. Ce qu'elle avait appris était sa forme de reconnaissance la plus fiable. Les conversations du soir entre eux s'étaient installées dans un rythme. Après le départ des hommes, elle nettoyait et ils s'asseyaient. Et ils parlaient de la manière lente et progressivement approfondie de deux personnes qui apprennent la langue de l'autre à leur propre rythme. Elle lui a parlé de la ferme de son père en Ohio, du plaisir particulier des matins de début d'été avant l'arrivée de la chaleur. De Thomas, non plus avec chagrin maintenant, mais avec l'affection prudente de quelqu'un qui entretient un souvenir qu'il veut garder intact. Il écoutait comme il regardait les chevaux, complètement, sans interruption, sans détour. Et elle a découvert qu'être écoutée de cette manière était presque inconfortablement intime. Comme être vu sous une bonne lumière par quelqu'un qui n'allait pas détourner le regard. Il lui a raconté des choses en retour, lentement par bribes, à la manière d'un homme qui a gardé ses propres conseils pendant si longtemps que le partage demande un véritable effort. Ocelot a parlé de son premier hiver dans la vallée. 22 ans, sans argent, avec de mauvais outils et une obstination qui avait été son seul atout fiable. Il lui a parlé du commerce des chevaux sauvages, de la satisfaction particulière de faire passer un animal de la terreur à la confiance, du fait qu'il n'y avait pas de raccourci qui fonctionnait. Et il les avait tous essayés dans les premières années avant de comprendre que le raccourci était toujours plus cher que le processus. Il ne lui a pas parlé de Garrett Webb, mais elle gardait la forme de cette histoire à l'arrière de son esprit, de la manière dont on garde la forme d'une pièce manquante quand on sait qu'elle appartient quelque part dans l'image. Elle était dans la cuisine un jeudi soir à la fin de sa 5e semaine quand le temps a changé. Elle avait appris à lire les humeurs atmosphériques de la vallée avec une rapidité née de la nécessité. La façon dont certains nuages s'empilaient contre la crête nord indiquait plus de neige. La façon dont les chevaux se déplaçaient dans les enclos vous renseignait sur la direction du vent avant que vous ne sortiez. La façon dont la température dans la cuisine pouvait chuter de 5 degrés en 20 minutes lorsqu'un système sérieux descendait des hautes terres. Elle avait observé le ciel tout l'après-midi avec l'attention spécifique de quelqu'un qui a développé une relation empirique avec les conséquences. Et ce qu'elle avait vu au nord-ouest, au-dessus de la plus haute crête, la rendait tranquillement, régulièrement plus alerte. Cole est entré pour le souper, a regardé son visage et a dit « Vous avez observé le ciel. » Toute l'après-midi, dit-elle. Il est allé à la fenêtre et s'est tenu là un moment, regardant vers le nord.
Les nuages au-dessus de la crête avaient pris une couleur inhabituelle dans l'après-midi finissant. Pas le gris standard d'une chute de neige ordinaire, mais un vert-jaune meurtri particulier qu'elle n'avait vu qu'une seule fois auparavant. Enfant en Ohio, dans l'heure précédant une tempête qui avait emporté 2 granges et l'étable d'un voisin, et les avait déposées, morceau par morceau, à travers 3 champs différents. Hank, dit-il sans élever la voix, bien que le son ait porté clairement jusqu'à la passerelle couverte. Hank est apparu à la porte en quelques secondes. Il a regardé Cole, qui a simplement pointé vers le nord. Et quelque chose est passé entre eux dans le langage abrégé et sans parole d'hommes qui ont travaillé ensemble assez longtemps pour partager une seule observation. Hank s'est retourné et est ressorti à un rythme qui n'était pas tout à fait une course, mais qui en contenait toute l'intention. En moins d'une heure, le ranch était en mouvement contrôlé et déterminé. Les hommes rentraient l'équipement dans des abris couverts, sécurisaient les clôtures des enclos avec des piquets supplémentaires. Ils déplaçaient les membres les plus vulnérables du troupeau de chevaux dans le bloc principal de l'écurie. Pete a transporté du bois supplémentaire dans chaque bâtiment avec l'intensité concentrée de quelqu'un qui comprenait exactement ce qu'il faisait et pourquoi. Thomas et Alice étaient sur le toit du hangar à foin. Ils alourdissaient les sections de toiture lâches avec des roches montées dans une chaîne de seaux. Lars était allé au puits et transportait de l'eau en grande quantité dans chaque structure intérieure. Il remplissait tous les contenants disponibles, ce qui disait clairement à Clara ce que Lars pensait que les prochains jours allaient être. Elle est allée à la chambre froide et a fait un inventaire complet. La chambre froide était substantielle. Cole n'était pas un homme qui se laissait prendre au dépourvu par les réalités de son environnement. Mais substantiel était un terme relatif lorsqu'on le mesurait à un nombre inconnu de jours d'isolement complet. À des températures dont le comportement de chaque personne sur ce ranch lui disait qu'elle pouvait chuter à des niveaux qui rendraient le froid qu'elle avait déjà connu ici comme un léger inconvénient. Elle avait assez de farine, 16 de beurre salé, 16 de haricots secs, assez d'avoine pour les hommes et les chevaux. Elle avait des légumes racines et des fruits secs, et une bonne réserve des herbes séchées qu'elle avait cataloguées depuis son arrivée. Elle avait, selon toute norme raisonnable, ce dont elle avait besoin pour nourrir 8 personnes pendant une période de temps significative. Elle est retournée à la cuisine et a commencé à préparer de la nourriture en quantité. Des choses qui se conserveraient et des choses qui pourraient être réchauffées rapidement et avec un minimum de combustible. Des choses qui pourraient être mangées froides si nécessaire. Elle a travaillé sans relâche pendant 4 heures. Et quand elle est finalement sortie de la concentration particulière de la préparation culinaire prolongée, la lumière extérieure était passée du gris au blanc plat et sans ton spécifique. Un blanc qui indique que le ciel et le sol se fondent dans le même champ incolore. Et le son du vent avait changé. Il n'était plus le sifflement familier du temps normal de la vallée, mais quelque chose de plus bas et de plus continu. Un son qui était moins du vent que de la pression. L'atmosphère elle-même s'appuyant contre les structures du ranch avec le poids patient et impersonnel de quelque chose de très grand qui décide de bouger. Cole est entrée alors qu'elle mettait la dernière des préparations alimentaires dans des rangements couverts. Son manteau était givré le long des épaules et son visage était rougi par le froid. Il avait l'air d'un homme qui venait de terminer un calcul dont il n'appréciait pas le résultat. « Ça descend des hautes terres, dit-il. Vite, on a rentré tout ce qu'on pouvait. Le reste est la décision de la tempête. » Elle lui a tendu une tasse de café. Il l'a prise et l'a tenue à 2 mains, et elle a vu quelque chose qu'elle n'avait pas vu sur son visage auparavant, ou seulement par trace. L'inquiétude contrôlée et disciplinée d'un homme responsable de créatures vivantes, et qui ne peut pas les protéger entièrement de ce qui arrive. « Le troupeau, dit-elle, 40 chevaux dans l'écurie principale. Les autres sont dans l'enclos sud, côté abrité. » Il a fait une pause. « Il y a un groupe de 6 dans le pâturage supérieur. On n'a pas pu les faire descendre à temps. Le chemin se ferme déjà. » Elle n'a rien dit, sachant qu'il n'y avait rien d'utile à dire. « Barley, le pays de Webb est au nord du pâturage supérieur, dit-il. Ce n'était pas une digression. Elle savait que ce n'était pas une digression. Elle a pensé à la voix de Hank au coin de la laiterie. Le genre de problème qui ne reste pas réglé. « Vous pensez qu'il va utiliser la tempête? » dit-elle. Cole la regarda fixement. Elle l'avait dit clairement, sans qualification, sans la nuance adoucissante de peut-être ou je me demande si.
Et elle a vu sur son visage la petite reconnaissance précise de quelqu'un qui a été compris sans avoir à s'expliquer. Oui, dit-il, Ishaï, dit-elle, nous devons être prêts pour ça aussi, dit-elle. Oui, dit-il à nouveau, et cette fois, il y avait autre chose dans le mot. Pas seulement un accord, mais la qualité particulière de confirmation qui vient d'avoir attendu à un niveau inférieur à la pensée consciente, que c'est ainsi que la conversation se déroulerait. Comme s'il avait attendu, et ce d'une manière qu'il n'aurait peut-être pas pu articuler lui-même, que quelqu'un se tienne du même côté du problème que lui. La tempête a frappé avant minuit. Clara était dans sa chambre quand elle est arrivée, mais elle l'a senti avant de l'entendre. Un changement de pression si soudain et complet qu'il l'a réveillée d'un léger somme comme une main sur l'épaule. Et elle était debout et habillée avant que le son ne suive. Un rugissement qui ne ressemblait pas à un temps qu'elle avait entendu auparavant. Pas les rafales et les retraits du vent ordinaire, mais un assaut soutenu et absolu de son et de force qui semblait venir de partout à la fois, pressant contre les murs du bâtiment de la cuisine avec une insistance physique et furieuse, qui faisait trembler et gémir la structure, et parler dans le vieux langage du bois des poutres stressées sous la charge. Elle a allumé le feu de la cuisine dans les 2 minutes qui ont suivi son réveil. Elle l'a fait dans le noir, au toucher et par habitude. Et quand les flammes ont pris et que la lumière a repoussé les bords de la pièce, elle a pu voir la neige passer horizontalement devant la fenêtre. Un mur blanc solide et opaque. Pas des flocons. Pas même les gros flocons rapides d'une chute de neige sérieuse. Juste du blanc. Juste un mur blanc impénétrable. Ou mouvant et rugissant qui effaçait le monde au-delà de la vitre. Aussi complètement que si le monde n'avait jamais été là. Elle a mis la plus grande marmite sur le feu et l'a remplie d'eau du tonneau intérieur. Puis elle s'est assise à la table de la cuisine, a écouté la tempête et a attendu la suite. Parce que Cole avait prononcé le nom de Webb dans le même souffle que la tempête. Et Clara Jenkins avait passé 31 ans à apprendre à entendre ce que les gens lui disaient. Dans les choses qu'il disait juste avant de se taire, et ce que Cole lui avait dit dans la pause entre le pays de Webb et la fermeture du chemin du pâturage supérieur, c'est que cette tempête n'était pas seulement du temps, c'était une couverture. Et un homme qui avait passé 15 ans à construire quelque chose dans cette vallée, et qui avait des ennemis qui avaient passé ces mêmes 15 ans à calculer comment le lui prendre, connaissait la différence entre une tempête qui n'était qu'une tempête et une tempête qui était la meilleure opportunité que ses ennemis aient jamais eue. Le feu brûlait régulièrement. La marmite a commencé à chauffer. Dehors, le blizzard rugissait contre les murs du ranch avec la fureur impersonnelle et énorme du territoire du Montana en plein hiver, s'annonçant comme il l'avait toujours fait et le ferait toujours. Sans avertissement, sans excuse, et sans le moindre intérêt pour ce que les gens sur son chemin avaient prévu, espéré ou dont ils avaient besoin. Et Clara était assise à la table qu'elle avait nettoyée de ses propres mains, dans la cuisine qu'elle avait reconstruite d'un abandon froid en un but chaleureux. Et elle avait peur, vraiment, honnêtement peur, de la manière de quelqu'un qui comprend exactement de quoi il a peur. Et elle n'a pas bougé, elle n'a pas tremblé, elle n'a pas fait un son. Elle a regardé le feu, elle a attendu. Oh, le premier coup de feu est parti à 3 heures du matin. Clara l'a entendu comme un craquement lointain sous le rugissement de la tempête, de la même manière qu'on entend une branche se briser dans une forêt. Bref, définitif, indubitablement différent du bruit environnant. Elle était sur ses pieds avant que l'écho ne se soit éteint, son corps agissant sur la décision avant que son esprit n'ait terminé la pensée. Elle a traversé la cuisine jusqu'à la fenêtre et a pressé son visage contre la vitre. Mais elle ne pouvait rien voir au-delà du blanc tourbillonnant. La lanterne qu'elle avait gardée allumée à faible flamme sur la table projetait sa lumière contre la fenêtre et en arrière, inutile. La vitre était un miroir ne lui montrant que la cuisine et elle-même. Elle a entendu des cris, des voix d'hommes presque immédiatement perdues dans le vent, puis un deuxième coup de feu. Elle a pris la lanterne de la table et a baissé la flamme au minimum. Assez pour se diriger, pas assez pour faire de la fenêtre de la cuisine un phare dans le noir. Et elle est allée à la porte et l'a ouverte. Le froid était un coup physique, pas le froid ordinaire des matins d'hiver du Montana avec lequel elle avait maintenant développé une relation de travail, mais quelque chose de catégoriquement au-delà. Un mur de neige poussé par le vent qui a frappé son visage comme un poing plein de verre brisé, et lui a volé le souffle de ses poumons en un seul instant.
Elle a eu un hoquet et s'est penchée dedans, tirant la porte derrière elle. Et elle s'est tenue sur le porche couvert du bâtiment de la cuisine et a essayé de comprendre ce qu'elle voyait. Ce qu'elle voyait était très peu de choses. La lanterne dans sa main éclairait environ 2 mètres dans toutes les directions avant que la neige n'avale complètement la lumière. La passerelle couverte entre la cuisine et la maison principale était un tunnel gris de blanc tourbillonnant. Le dortoir, à 12 mètres de l'autre côté de la cour, était invisible. Elle pouvait entendre, sous le rugissement soutenu de la tempête, les chevaux. Pas leur agitation nocturne habituelle, mais quelque chose de haut, de paniqué et de continu. Le son de 40 animaux enregistrant une menace. Et elle pouvait entendre, depuis la direction des écuries extérieures, un son qui aurait pu être des voix ou le vent travaillant à travers une planche cassée. Et elle ne pouvait pas faire la différence. Elle a quitté le porche et est entrée dans la cour. La neige lui arrivait immédiatement aux cuisses. Pas de la neige accumulée par le vent, de la véritable accumulation, tassée et dense. Le résultat d'heures de chute de neige de niveau blizzard qui avait enterré le paysage familier de la cour de ranch, sous une profondeur qui effaçait tous les chemins qu'elle connaissait et les remplaçait par un seul champ blanc uniforme sans repère ni bord. Elle a avancé de force, se penchant en avant à partir des hanches, utilisant son poids et la longueur de sa foulée. Sa main libre calée contre le vent, se déplaçant en direction de l'écurie principale. Parce que c'est là que se trouvaient un des chevaux, et c'est de là que venaient les cousses de feu. Elle était à mi-chemin de la cour quand la porte du dortoir s'est ouverte en grand. Pete est sorti le premier, puis Thomas, tous deux avec des fusils, se déplaçant bas et vite vers le bloc de l'écurie. Ils l'ont presque percuté dans le blanc, et Pete lui a attrapé le bras assez fort pour qu'elle le sente à travers son manteau. Son visage était balayé par la neige et ses yeux étaient grands ouverts. Il a dû mettre sa bouche directement contre son oreille pour se faire entendre. Ils sont dans les écuries extérieures, dit-il là. Au moins 6 hommes. Ils sont entrés par la clôture nord. Cole est là-bas. Il est allé vérifier les chevaux éloignés il y a 1 heure et on a entendu des coups de feu. Est-il touché? Je ne sais pas, dit Pete, et les 2 mots contenaient tout ce qu'il y a de terrible dans un manque d'informations, toutes les possibilités qu'elle refusait d'ouvrir et d'examiner. Et là, Hank est parti après lui. On ne voit rien là-dedans. Elle a attrapé le bras de Pete avant qu'il ne puisse bouger. Combien d'hommes avons-nous à l'intérieur? Dawes et Ellis sont à la porte du dortoir. Lars est allé à la laiterie. Lars doit aller à l'écurie principale. Les chevaux. Je sais, dit Pete, je sais, mais Clara... Il s'est arrêté. Il avait 17 ans et ses yeux lui disaient qu'il n'avait pas entièrement pris en compte ce qu'il regardait. C'est-à-dire une femme en manteau de cuisine debout jusqu'aux cuisses dans un blizzard. Au milieu d'une cour de ranch sous les tirs de voleurs de chevaux à 3 heures du matin. Va, dit-elle, va à l'écurie, je trouverai Cole. Tu ne peux pas aller seul aux écuries éloignées. Pete, sa voix était celle qu'elle utilisait quand le feu était chaud et que le pain devait sortir et qu'il n'y avait pas de temps pour la discussion. Va. Il est parti. Elle s'est tournée vers le nord. Les écuries extérieures se trouvaient à 60 mètres du complexe principal, à l'extrémité de la cour de travail, au-delà des remises et du stockage de l'équipement, en direction de la clôture nord où Cole avait dit que les hommes de Webb étaient passés. 60 mètres dans une situation ordinaire, c'était une marche de 2 minutes. Dans cette neige jusqu'aux cuisses, visibilité nulle, vent soufflant à une force soutenue qui faisait de la progression un argument musculaire continu. C'était tout autre chose. Elle a baissé la tête et a avancé. Elle a perdu la lanterne à 12 mètres. Le vent l'a attrapée et elle est partie de côté, hors de sa prise, et a été immédiatement avalée par le blanc. Et elle était dans l'obscurité complète, se déplaçant purement par mémoire et direction. Comptant ses pas, gardant son visage tourné vers le bas et vers la gauche pour protéger ses yeux du vent. Son manteau était déjà trempé du côté du vent. Ses mains perdaient leur sensibilité au bout des doigts. Elle ne sentait plus du tout le talon fissuré de sa botte gauche. Elle a continué à avancer. Elle a failli heurter le mur de la remise. Sa main tendue a heurté le bordage en bois et elle a ressenti une vague de soulagement spécifique, parce qu'elle savait où se trouvait la remise, ce qui signifiait qu'elle savait exactement où se trouvaient les écuries extérieures à partir d'ici. 6 mètres,
en longeant le mur de la remise vers la gauche, et puis tout droit vers le nord. Elle a posé sa main à plat contre le mur de la remise et l'a utilisé comme guide. Elle a avancé le long de celui-ci dans le noir. Et quand le mur s'est terminé, elle a tourné à gauche et a compté ses pas. Et puis elle l'a entendu. Des voix. De vraies voix, pas le vent. Basses, déterminées et en colère, venant de juste devant. Elle s'est arrêtée. Elle était au coin du bâtiment de l'écurie extérieure. Les doubles portes à l'extrémité proche étaient ouvertes. Pas cassées, ouvertes. Ce qui signifiait que quelqu'un avec une clé ou la connaissance du simple loquet que Cole n'avait jamais pris la peine de moderniser. Parce que personne n'avait jamais atteint les écuries extérieures auparavant sans être vu. À travers les portes ouvertes, venait la lumière faible et inadéquate d'une seule lanterne. Et dans sa lumière, elle pouvait voir les formes changeantes des chevaux agités, se pressant les uns contre les autres dans les stalles, et les silhouettes d'hommes se déplaçant parmi eux. 3 d'entre eux qu'elle pouvait voir, travaillant vite, jetant des longes sur les chevaux les plus proches, se parlant en mots courts et vifs qu'elle ne pouvait pas distinguer par-dessus la tempête, mais dont l'urgence était indubitable. Et puis elle a vu Cole. Il était au sol contre le mur du fond de l'écurie et Hank était à côté de lui. Et même à cette distance et dans cette lumière, elle pouvait voir, d'après la position de Cole, une main pressée à plat contre son côté gauche, son dos contre le mur, sa main droite tenant un fusil qui visait les 3 hommes mais ne tirait pas, qu'il était blessé, et que la raison pour laquelle il ne tirait pas n'était pas l'incapacité mais le calcul. L'immobilité spécifique et contenue d'un homme qui sait que sa position est désavantageuse, et qu'un tir manqué la rend encore plus désavantageuse. Il y avait plus d'hommes que les 3 qu'elle pouvait voir. Elle en était sûre. Ceux qui étaient visibles étaient les déménageurs, ceux qui travaillaient activement les chevaux. Les autres seraient à l'extérieur, gérant la sortie, couvrant l'approche. Elle avait marché à travers eux dans le blanc aveugle de la tempête sans le savoir, ce qui signifiait qu'ils ne l'avaient pas vu non plus. Elle a regardé les portes ouvertes de l'écurie. Elle a regardé Cole contre le mur du fond. Elle a regardé les chevaux. Elle n'a pas fait de plan au sens formel. Il n'y avait pas de temps pour planifier. Et elle avait passé trop de sa vie dans des situations qui exigeaient de l'improvisation pour confondre la planification avec l'action. Elle a regardé la remise contre laquelle elle se tenait. Et elle a pensé à ce qu'il y avait dedans. Et elle laisse retourner le long du mur dans le noir. Elle a trouvé la porte latérale de la remise, l'a ouverte et est entrée. Les poutres en bois étaient empilées contre le mur droit. Elles étaient longues, brutes, lourdes. Le genre utilisé pour la réparation de clôtures et les travaux de structure. Chacune était une solide pièce de pain vert de 2,50 m qui pesait plus qu'elle ne voulait l'estimer. Elle a attrapé la première. Elle l'a traînée hors de la pile. Elle a passé ses bras dessous et l'a soulevée. Le poids de la poutre a pesé sur ses bras et sa colonne vertébrale. Elle l'a tenue et ne l'a pas lâchée. Elle est ressortie dans la tempête. Et elle a apporté la poutre jusqu'aux portes de l'écurie extérieure. Les hommes à l'intérieur ne l'avaient pas entendue par-dessus la tempête et le bruit de panique des chevaux. Elle est entrée par les portes en se déplaçant rapidement, utilisant le poids de la poutre comme élan. Elle a enfoncé l'extrémité proche contre l'intérieur de la porte gauche et l'extrémité éloignée contre le montant de la porte droite. Et elle a laissé tomber tout son poids dessus, et le renfort improvisé a tenu. Les 3 hommes se sont retournés. L'un d'eux a crié. Les chevaux ont bondi dans leur stall au nouveau bruit et à la nouvelle personne. Elle avait environ 2 secondes avant que l'un d'eux ne lève une arme. Et elle les a utilisés en laissant tomber la poutre et en allant immédiatement chercher la chose la plus proche qu'elle pouvait atteindre. C'était la lanterne sur le poteau central. Elle l'a attrapée et l'a lancée aussi fort qu'elle le pouvait vers l'arrière de l'écurie. Et, loin des chevaux, dans l'espace vide près du mur du fond, elle a heurté le sol et s'est éteinte, et l'écurie est devenue sombre. Dans le noir, le bruit et le chaos soudain de 30 tonnes de chevaux terrifiés par mètre linéaire de stalles, l'avantage des hommes, le nombre, les armes, a été brièvement neutralisé par le problème plus immédiat de ne pas être piétiné. Elle a entendu la voix de Cole, nette et proche. « Clara, mur gauche, bouge. » Elle s'est déplacée à gauche. Son épaule a heurté un poteau de stalle, elle l'a attrapé et s'y est tenue. La tête d'un cheval est passée par-dessus le haut de la stalle et lui a presque arraché l'oreille. Elle s'est aplatie contre le poteau
et y est restée. Elle a entendu une bagarre dans le noir, des corps qui s'entrechoquent, le son spécifique d'un fusil qu'on essaye d'arracher plutôt que de tirer. Elle a entendu la voix de Hank, une seule syllabe, contrôlée. Elle a entendu un homme tomber, le son définitif et final. Puis Cole était à côté d'elle. Elle l'a senti avant de le voir, sa taille, le poids particulier de sa présence. Et puis sa main s'est refermée sur son bras, et il a dit, « Nous devons bloquer les portes principales de l'extérieur. Ils ont des hommes à la clôture nord qui vont faire sortir les chevaux quand ces trois-là donneront le signal. Nous devons fermer la sortie. » Combien à la clôture? Hank en a compté 3, peut-être 4. Vous êtes blessé, dit-elle. Je suis debout, dit-il. Moi, ce qui était de sa réponse et aussi sa position complète sur la question. La poutre est par terre, juste à l'intérieur de la porte gauche. Une pause, très brève. Bien sûr qu'elle y est, dit-il, et elle a entendu quelque chose dans sa voix qu'elle n'avait jamais entendu là auparavant. Pas tout à fait de la légèreté, rien d'aussi simple que ça, mais son cousin structurel, la qualité spécifique qui vit chez les gens qui viennent de réaliser qu'ils ne sont pas, en fait, seuls, et ils sont retournés aux portes ensemble. Cole a soulevé la poutre et Clara a tenu la porte gauche contre le vent. Il a laissé tomber la poutre sur les supports extérieurs, scellant les portes de l'extérieur. Et le son de la poutre tombant dans les supports en fer était l'un des sons les plus satisfaisants qu'elle ait jamais entendus. Les hommes à l'intérieur finiraient par ouvrir les portes. La poutre ne tiendrait pas indéfiniment, mais éventuellement n'était pas maintenant. Oh, et maintenant était ce qui comptait. Cole s'est redressé et a pressé sa main gauche contre son côté. Dans la quasi-obscurité de la tempête, elle pouvait voir la tache sombre sur son manteau. « C'est grave, dit-elle. « Une éraflure, dit-il, le long des côtes. Ça saigne, mais rien n'est cassé. » « Vous ne le savez pas. »« Je sais ce que ça fait d'avoir des côtes cassées, dit-il, avec le pragmatisme d'un homme qui s'est déjà cassé des côtes et n'est pas intéressé par une longue conversation à ce sujet actuellement. Elle a pris son bras droit et l'a passé sur ses épaules. Il a résisté un seul instant, un bref raidissement involontaire qui n'était que de la fierté et rien d'autre. Et puis il a laissé son poids reposer contre elle. Juste un peu, juste assez pour reconnaître que la nuit lui avait pris quelque chose, et qu'accepter de l'aide n'était pas la même chose que d'être incapable de se tenir debout. « La clôture nord, dit-il. Pete et Thomas sont allés à l'écurie principale, dit-elle. Si nous pouvons y arriver, nous devons contourner les remises et approcher la clôture nord par le côté est, dit-il. Si les hommes de Webb nous voient arriver droit du nord, ils sauront que nous arrivons. Alors nous allons d'abord à l'est. » Elle connaissait la cour. Elle l'avait parcouru tous les jours pendant 5 semaines. Dans le noir, le froid, la neige et la lumière d'avant l'aube. Et elle avait la carte mentale spécifique et fiable qui vient du mouvement habituel dans un espace. Pas la carte intellectuelle d'avoir été informée de l'emplacement des choses, mais la carte du corps, celle qui vit dans la mémoire musculaire et l'instinct kinesthésique. Elle savait où se trouvaient les poteaux de clôture. Elle savait où le sol s'affaissait près de la remise est. Une dépression subtile, invisible sous la neige, évidemment, mais assez présente pour piéger un pied imprudent. Elle connaissait le rythme de la terre. Elle a guidé Cole à travers l'obscurité. Ce ne fut pas une traversée rapide. La neige était brutalement profonde du côté est du complexe, moins abritée du vent du nord. Et Cole était plus lourd qu'elle ne l'avait apprécié en l'observant. Son poids sur ses épaules était réel et augmentait à mesure que les minutes passaient. Ce qui lui disait que son évaluation de la blessure comme une éraflure était globalement exacte, mais aussi que l'exactitude globale et l'exactitude précise étaient 2 choses différentes. Elle les a fait avancer. Quand il a légèrement trébuché dans la dépression près de la remise haie, elle avait déjà déplacé son poids pour compenser avant que le trébuchement ne soit complet. Et ils ne sont pas tombés. La clôture nord s'est matérialisée dans le blanc sombre à une distance d'environ 3 mètres. C'est la première fois qu'elle a pu la voir. La section avait été coupée. Une brèche dans le fil de fer, un poteau proche renversé. Le travail d'homme qui était venu préparer avec des outils et un plan. À travers la brèche et au-delà, à peine visible dans le blanc absolu du blizzard, elle pouvait voir les formes de chevaux. Les 6 du pâturage supérieur, ceux que Cole n'avait pas pu faire descendre à temps.
maintenant tenue en longe par trois silhouettes si concentrées sur la gestion des animaux effrayés qu'elles n'avaient pas encore enregistré ce qui se déplaçait vers elle à travers la tempête depuis le sud. Clara sentit la main de Cole se resserrer sur son épaule. Elle le sentit se redresser, reprenant son poids sur ses propres jambes. Elle sentit le changement en lui, de la blessure gérée à la décision opérationnelle, et elle le comprit. « Reste ici, dit-il. »« Non, dit-elle simplement et sans chaleur. Un temps de silence, le vent rugissait. « Gauche, dit-il. » Elle alla à gauche, il alla à droite. Ils sortirent du blanc de chaque côté de la brèche de la clôture au même moment. Et ce qui s'est passé ensuite fut rapide, contrôlé et brutal, de la manière efficace et sans hésitation de quelqu'un qui avait pris des décisions sur la façon de protéger ce qui lui appartenait bien avant ce soir, et qui ne faisait que les exécuter. Les trois hommes à la clôture eurent 2 secondes d'avertissement avant que Cole ne soit parmi eux. Et ces 2 secondes ne furent pas suffisantes. L'un tomba dans la neige, l'un lâcha sa longe et courut, immédiatement avalé par le blanc. Le troisième tenta quelque chose que la tempête, l'obscurité et la vitesse des événements combinés rendirent impossible. Et puis Hank était là, se matérialisant de quelque part au nord, couvert de neige et implacable. Avec l'économie de mouvement spécifique d'un homme qui faisait cela depuis assez longtemps pour ne rien gaspiller. Et c'était fini. Les chevaux tournaient en rond, piétinaient et soufflaient leur terreur dans l'air glacial. Clara se déplaça parmi eux sans hésitation, ramassant les longes, parlant de la voix basse et régulière qu'elle avait apprise dans la laiterie, laissant chaque animal enregistrer que la voix était connue et les mains calmes. Et un par un, l'énergie paniquée commença à se transmettre différemment. Toujours effrayée, toujours excitée par le froid, le bruit et les mains étranges, mais trouvant en elle la même fréquence stable qu'elle transmettait depuis son premier matin à 4 heures dans la laiterie sombre. Avec la patiente vache brune nommée Joséphine, Cole s'approcha d'elle et prit 2 des longes. Ils se tinrent ensemble à la brèche de la clôture nord, tenant 6 chevaux sauvages dans un blizzard à 3 heures du matin. Et la neige les balayait de côté avec une indifférence totale à tout ce qu'ils auraient pu faire ou survivre, ou être l'un pour l'autre, ou pourraient encore devenir. « Les hommes dans l'écurie, dit-elle. Dawes et Ellis les auront à présent, dit-il. La poutre aura tenu assez longtemps. » Elle le regarda. Son visage était couvert de givre et tiré par la douleur, mais entièrement stable. Et dans la lumière blanche et plate de la tempête, il ressemblait à quelque chose de sculpté, même comme le territoire lui-même, rendu brièvement humain. Tout en angle dur et en endurance, et le refus profond et silencieux d'être moins que ce que la situation exigeait. Elle pensa à la place du marché. Elle pensa à l'eau de vaisselle grise sur le manteau de Thomas et à la fissure dans le talon de sa botte gauche, et à Margaret Hollis époussetant ses mains sur son tablier avec le mépris désinvolte de quelqu'un qui ne s'était jamais soucié que le sol tienne. Cole, elle pensa. « Regarde où je suis. » Elle pensa. « Regarde ce que j'ai porté. »« Pouvez-vous marcher ?» demanda-t-elle. « J'ai marché, dit-il. »« Alors ramenons ces chevaux à la maison, dit-elle. » Ils ont marché vers le sud à travers le blizzard avec les 6 chevaux entre eux. Et la tempête ne s'est pas calmée, et le froid n'a pas cédé. Et le sol était toujours invisible sous sa profondeur de blanc. Et Clara Jenkins a marché à travers tout cela avec les épaules droites, sa foulée délibérée, et ses mains fermes sur les longes. Et les chevaux l'ont suivi volontiers parce qu'ils avaient appris ce que les chevaux apprennent toujours de quelqu'un qui ne cède pas, que c'était une direction sûre, que la stabilité de cette personne était fiable, que se diriger vers elle était mieux que de rester immobile dans la tempête. Les lumières de l'écurie principale sont apparues dans le blanc devant eux comme quelque chose de mérité. Hank a pris les chevaux à la porte de l'écurie sans qu'on le lui demande, lisant la situation avec la précision complète de quelqu'un qui lisait des situations difficiles depuis 30 ans. Pete a tenu la porte. Thomas était déjà à l'intérieur avec les autres animaux, leur parlant toujours en espagnol tranquille, sa jeune voix faisant le même travail que les mains de Clara avaient fait à la clôture. Le travail de dire aux créatures effrayées que le pire était navigable, qu'il y avait encore un sol sous elles, qu'elles n'avaient pas été abandonnées dans le noir. Cole a franchi la porte de l'écurie et ses jambes ont décidé, avec ce qui a frappé Clara comme une honnêteté tout à fait raisonnable et attendue depuis longtemps, qu'elles avaient terminé leur mission pour la soirée. Elle l'a rattrapé avant qu'il ne tombe complètement. Elle s'est glissée sous son bras gauche, a pris son poids
et l'a guidé jusqu'au banc bas le long du mur de l'écurie, et il s'est assis. Et pendant un moment, il a simplement respiré, ce qui était la première fois qu'elle le voyait faire ça. Simplement respirer. Simplement être immobile sans l'immobilité dirigée d'un homme gérant sa présentation. Mais l'immobilité involontaire d'un homme qui a atteint la fin de ce qu'il peut tenir ensemble par la seule force de sa volonté. Elle s'est agenouillée devant lui. Elle a ouvert son manteau. La blessure était une éraflure, comme il l'avait dit. Une profonde. Un sillon de chair déchiré le long des côtes gauches qui avaient saigné plus abondamment que les éraflures ne le font habituellement, imprégnant sa chemise et le côté gauche de son manteau. Mais elle n'avait pas pénétré la paroi thoracique, n'avait pas cassé d'os. Elle avait pris de la chair et laissé tout l'essentiel intact. Elle avait vu pire. Elle avait traité pire dans la ferme de son père dans les années avant Thomas. Quand la vie était une série de problèmes qui nécessitaient des solutions pratiques. Et personne n'était arrivé pour les résoudre à part elle-même. Elle leva les yeux vers lui. Il la regardait avec une expression qu'elle n'avait jamais vue sur son visage. Et il lui fallut un moment pour l'identifier, car elle était si fondamentalement différente de son expression normale, qui était composée, contenue et ne révélait rien qu'il n'ait décidé de révéler. Oui, ce qu'elle voyait maintenant était sans défense, brut, pas seulement de la douleur, bien que la douleur soit là, mais quelque chose qui vivait derrière la douleur, quelque chose qui avait été très soigneusement derrière des murs pendant très longtemps et qui avait été délogé par la nuit, le froid et peut-être par l'image spécifique d'elle entrant par les portes de l'écurie dans le noir, avec une lourde poutre de pain comme barricade. Puis jetant une lanterne à travers une pièce pleine de chevaux effrayés sans une seconde d'hésitation. « Vous m'avez porté, dit-il. » Sa voix était bête. L'écurie était bruyante autour d'eux. Les chevaux, les hommes, la tempête rugissant toujours contre les murs. Et elle l'a entendu quand même. « Vous avez marché, dit-elle. Pas sans vous. » Elle a soutenu son regard, la lumière du feu de la seule lanterne que Pete avait rallumée dansait entre eux. « Je sais ce que c'est, dit-elle doucement. De tout faire seul pendant si longtemps qu'on en oublie qu'on a le droit de s'appuyer sur quelqu'un. Quelque chose a traversé son visage. Elle l'a regardé bouger. Elle n'a pas détourné le regard. « Clara, dit-il, laissez-moi chercher quelque chose pour cette blessure, dit-elle. Et ensuite, vous allez me parler de Garrett Webb, et nous allons trouver ce qui vient après. » Elle s'est levée. Elle est allée au coffre de fourniture au fond de l'écurie, où elle savait, parce qu'elle avait inventorié chaque fourniture de ce ranch et l'avait mémorisé, qu'il y avait des chiffons propres, une bouteille de carbolique et un rouleau de bandage en lin. Elle les a sortis, elle est revenue, elle s'est de nouveau agenouillée et a commencé à travailler. Et Cole s'est assis droit contre le mur de l'écurie, a regardé ses mains et n'a rien dit, et a tout dit dans le langage particulier d'un homme qui n'a plus de murs derrière lesquels se tenir, et qui a découvert, dans la ruine d'une nuit terrible, que le terrain découvert est finalement survivable. Dehors, le blizzard rugissait, énorme, indifférent et absolu. À l'intérieur de l'écurie, 8 personnes et 60 chevaux respiraient dans la même obscurité chaude. La lanterne brûlait et Clara Jenkins travaillait sans relâche, de ses mains sûres. Et le ranch a tenu. Le blizzard s'est calmé le 3e jour. Il ne s'est pas terminé en douceur. Le territoire du Montana ne faisait rien en douceur. Et la tempête qui s'était abattue sur la vallée avec une force si absolue et rugissante s'est retirée de la même manière. Par étapes, chacune étant une négociation. Le vent tombant par degrés au cours d'une longue matinée grise, jusqu'à ce que le blanc tourbillonnant s'amenuise finalement en une chute de neige ordinaire, puis en averse éparse, puis en rien. Le silence qui a suivi était le plus profond que Clara ait jamais entendu. Pas l'absence de son, mais la présence de quelque chose de plus ancien et de plus complet. Le silence d'un paysage qui vient de réaffirmer sa nature fondamentale et se repose après coup. Elle se tenait sur le porche couvert du bâtiment de la cuisine et regardait la vallée. Elle était transformée. La géographie familière du ranch, les chemins qu'elle connaissait, les lignes de clôture, les angles et les distances qu'elle avait mémorisées au cours de 5 semaines de mouvements quotidiens dans l'espace. Tout était enterré sous une profondeur de neige qui effaçait tous les détails et rendait tout général. Un champ blanc continu, brisé seulement par les lignes sombres et verticales des poteaux de clôture et les toits des bâtiments. Chacun portant sa lourde charge de tempête accumulée
comme un secret bien gardé. Le ciel au-dessus des lignes de crête était d'un bleu pâle et délavé, d'aspect fragile, comme si l'atmosphère elle-même se remettait. L'air avait un goût de fer froid et de peine, oui, et de ce vide propre et spécifique qui n'existe qu'après une grosse tempête, quand le monde a été effacé et pas encore réécrit. Le ranch avait tenu. C'était le fait auquel elle revenait sans cesse dans les longues heures du dernier jour de la tempête. Pendant qu'elle nourrissait, soignait, organisait et maintenait le feu de la cuisine allumé, le café chaud et la nourriture prête. Pendant que Hank, Pete et les autres se déplaçaient dans les bâtiments, vérifiant la structure, les animaux et les provisions, avec l'attention méthodique d'hommes qui avaient survécu à des choses difficiles auparavant, et comprenaient que survivre n'était pas la même chose qu'avoir terminé. Le ranch avait tenu. Les chevaux étaient vivants. Les hommes étaient vivants. Cole était vivant. Les écuries extérieures avaient subi des dommages. Le mur du fond s'était déplacé sous le poids de la neige et une section du toit s'était partiellement effondrée. Même les chevaux à l'intérieur n'avaient pas été blessés, parce que Clara avait bloqué les portes et jeté la lanterne, et gagné les minutes qui avaient permis à Hank et Cole de gérer les hommes à l'intérieur avant que les animaux ne soient pris. Elle a souvent pensé à cette séquence d'événements dans les heures calmes qui ont suivi. Pas avec fierté, exactement, bien que la fierté soit présente et elle avait fait la paix avec ça, mais avec quelque chose de plus réfléchi, de plus structurel. Une reconnaissance de la ligne directe et ininterrompue entre la chose qui avait été utilisée pour la faire honte et la chose qui les avait sauvés. Sa taille, sa force, l'endurance que Margaret Hollis avait qualifiée de gloutonnerie, et le corps que l'aubergiste avait exposé publiquement comme preuve de son inutilité. Elle avait porté une poutre de pain à travers un blizzard et l'avait utilisée comme barricade. Elle avait avancé dans une neige jusqu'à la taille qui aurait vaincu une personne plus petite avant d'atteindre les portes de l'écurie extérieure. Elle avait soutenu le poids de Cole sur 60 mètres de conditions de blanc total et les avait maintenus tous les deux debout. Et elle avait fait tout cela non pas malgré ce qu'elle était, mais à cause de cela, complètement et entièrement à cause de cela, et qu'elle se tenait sur le porche dans le sillage propre de la tempête. Et elle a laissé cette compréhension s'installer dans ses os, où elle ne serait pas facilement délogée. Cole l'a trouvé là. Il est sorti de la maison principale, son manteau boutonné, son côté gauche se déplaçant avec précaution. La prudence spécifique et gérée de quelqu'un dont la blessure guérit, mais n'a pas encore fini de négocier des termes. Il était resté alité pendant la majeure partie de la durée de la tempête. Pas volontairement, pas sans argument. Mais parce que Clara avait exprimé sa position sur la question avec une clarté qui lui avait laissé très peu d'options rhétoriques. Elle avait nettoyé et pansé la blessure chaque matin et chaque soir, et elle lui avait dit clairement le premier matin que la différence entre une éraflure qui guérit proprement et une éraflure qui devient quelque chose de plus sérieux, c'était de savoir si la personne attachée à l'éraflure avait le bon sens de rester immobile pendant 48 heures, et qu'elle ne soignerait pas une fièvre dans un blizzard en plus de tout le reste. Et il l'avait regardée un long moment, puis il était resté alité. Il est venu se tenir à côté d'elle sur le porche. Il a regardé la vallée de la même manière qu'elle la regardait, avec l'attention calme et évaluatrice de quelqu'un qui fait l'inventaire. Le mur de l'écurie extérieure doit être reconstruit, dit-il. Oui, dit-elle. La clôture sud va avoir besoin de travail. La congère sur l'enclos et prendra une semaine à déblayer. Il a fait une pause. Les hommes y sont déjà. Elle pouvait les voir, en fait, de petites silhouettes se déplaçant contre le blanc, travaillant avec des pelles et des outils. Le chapeau cabossé de Pete, distinctif même à distance. Thomas était au bloc de l'écurie. Dawes et Ellis étaient quelque part derrière la maison principale, leur voix portant dans l'air froid et clarifié. Lars, pour autant qu'elle puisse en juger, travaillait depuis avant l'aube et ne s'était pas arrêté, ce qui était tout à fait caractéristique. Qu'est-il arrivé aux hommes de Webb? Demanda-t-elle. Elle avait posé des bribes de cette question au cours des 2 derniers jours et reçu des bribes de réponses. Mais elle avait été trop concentrée sur la gestion des blessures et la logistique pour les assembler en une image complète. Cole est resté silencieux un moment. 4 d'entre eux ont été pris dans la tempête elle-même. Ils ont essayé de fuir quand la situation de l'écurie a tourné et n'ont pas réussi à rejoindre leurs chevaux à la clôture nord dans le blanc. Nous les avons trouvés hier matin quand le vent est tombé. Vivants à peine,
Hank les a dans la remise à équipement. Une autre pause, plus lourde cette fois. Deux autres avec les hommes à la clôture. L'un a fui. L'autre est avec les autres. Et Webb lui-même? La pause cette fois était différente des autres. Plus longue, contenant quelque chose qu'elle attendait sans se presser, parce qu'elle avait appris son rythme assez bien pour savoir que les choses qu'il disait après ce genre de silence étaient celles qui comptaient le plus. Webb était ici, dit Cole. Personnellement, il est arrivé avec le deuxième groupe, ceux qui sont passés par le côté et du complexe pendant que le groupe de l'écurie était la diversion. Hank l'a vu. Elle l'a regardé. Où est-il maintenant? Parti, dit Cole. Dans la tempête. Et à pied, pour autant que nous puissions en juger. Son cheval était encore à la clôture nord quand nous avons sécurisé la zone. Il s'est tourné et l'a regardé directement. Son visage avait la platitude contrôlée d'un homme contenant quelque chose de compliqué. Un homme à pied dans un blanc du Montana, à 20 miles de la ville la plus proche. Clara a soutenu son regard. L'air pur du matin se déplaçait entre eux. La tempête a duré 3 jours, dit-elle. Oui, dit-il. Elle a compris ce qu'il ne disait pas, et elle a compris pourquoi il ne le disait pas, et elle n'a pas insisté davantage. Certaines choses dans ce territoire se résolvaient de manière qui ne nécessitait ni annonce ni élaboration, et l'espace entre deux personnes qui comprenaient cela n'avait pas besoin d'être comblé. Elle s'est retournée vers la vallée. Il s'est retourné vers la vallée. Le silence entre eux était du genre confortable. Le genre construit à partir d'une expérience partagée et d'une reconnaissance mutuelle. Et il était entièrement différent du premier silence dans lequel ils s'étaient assis ensemble sur la route du chariot au nord de Ridgefield. Au début de tout cela, « Je dois vous dire quelque chose, dit-il. »« D'accord, dit-elle. » Il ne parla pas immédiatement. Elle attendit. Un faucon s'éleva d'un des poteaux de clôture à l'extrémité de l'enclos sud. Il tourna lentement dans le ciel bleu pâle, et énorme et sans hâte. La seule chose en mouvement dans tout le paysage immobile. Elle le regarda tourner. « Il y a 15 ans, dit Cole, quand Webb et moi avons commencé cette opération, je n'étais pas un homme prudent. Je prenais des décisions comme les jeunes hommes prennent des décisions, quand ils ont quelque chose à prouver et pas assez de connaissance de ce que la preuve coûte. » Il s'arrêta, recommença. « Il y a des choses que j'ai faites dans ces années que je ne vais pas nommer différemment. Je les ai faites et je savais ce qu'elles étaient. Et je les ai faites quand même parce que l'opération avait besoin de grandir et que je n'étais pas disposé à attendre. » Une autre pause. Webb était mon partenaire. Il a appris de moi. Les choses qu'il est devenu, la façon dont il dirigeait son affaire, les raccourcis, la volonté de prendre aux autres. Une partie de cela était déjà en lui. Mais une partie, je la lui ai enseignée sans le vouloir, en lui montrant que ça marchait. Clara était très immobile. « Je vous dis ça, dit-il, parce que vous êtes ici depuis 5 semaines. Et pendant ces 5 semaines, vous avez reconstruit ma cuisine, nourri mes hommes, tenu ma laiterie, et marché à travers un blizzard avec une poutre de pain pour sauver mes chevaux. Et vous ne saviez pas pour quel genre d'homme vous le faisiez. Et je pense que vous méritez de le savoir. » Elle se tourna pour le regarder. Il regardait droit devant lui, derrière la vallée son profil fixe, ne lisant pas sa réaction, ce qui était en soi une forme d'honnêteté. Le don d'informations donné sans la performance intéressée de regarder pour voir comment il était reçu. « Cole, dit-elle. » Il se tourna. « Ce que vous avez fait il y a 15 ans n'est pas ce que vous avez fait depuis 15 ans, dit-elle. Je vous ai observé et travaillé pendant 5 semaines. J'ai vu comment vous traitez les chevaux. J'ai vu comment vous traitez vos hommes. Je vous ai vu construire quelque chose qui vaut vraiment la peine d'être protégé. Et je vous ai vu le protéger d'une manière dont je n'ai pas honte d'avoir fait partie. » Elle a fait une pause. « Vous n'êtes pas absous de ce que vous étiez, mais vous n'êtes pas non plus seulement ce que vous étiez. Et les gens qui essaient de vous réduire à cette seule version sont ceux qui ont besoin que vous restiez petit. Parce que cela les sert. » Il la regarda un long moment. Le faucon avait disparu au-delà de la crête sud. « Vous êtes la personne la moins attendue que j'ai jamais rencontrée, » dit-il doucement. « On me le dit parfois, » dit-elle. Quelque chose s'est brisé sur son visage alors. Pas de façon spectaculaire, pas d'un seul coup, mais de la manière dont la glace se brise sur une rivière dans la première vraie semaine de printemps. Par section, dans la lente et inévitable cession de quelque chose qui a été sous pression pendant longtemps, à une chaleur qui s'est accumulée plus longtemps qu'il n'y paraissait.
Il a tendu la main et a pris la sienne là où elle reposait sur la rampe du porche. Sa main a complètement recouvert la sienne et elle a senti sa chaleur à travers le froid. Aucun d'eux n'a dit autre chose pendant un moment, ce qui était exactement juste. Les semaines qui ont suivi la tempête ont été le travail physique le plus dur que Clara ait fait depuis son arrivée au ranch. Et elle faisait un travail physique dur depuis le premier matin. Le déblaiement et la reconstruction que le blizzard exigeait étaient incomplets et implacables. Le déneigement à lui seul était une opération de plusieurs jours qui nécessitait tous les bras disponibles et avançait encore plus lentement que n'importe lequel d'entre eux ne l'aurait souhaité. Le mur de l'écurie extérieure a été reconstruit avec du bois de la remise, un projet de 4 jours que Cole a dirigé de près, tandis que Clara a démontré le premier matin qu'une femme qui avait passé 5 semaines à transporter des seaux de lait et des poutres de pain pouvait manier un marteau avec une détermination considérable, et qu'elle n'avait aucune intention de regarder à une distance respectueuse. Hank l'avait regardé avec le demi-sourire qui était son expression maximale d'approbation et lui avait tendu un deuxième marteau. Les 6 hommes capturés de l'équipe de Webb ont été remis au Marshal territorial. Il est arrivé à cheval 4 jours après la fin de la tempête. Il a passé un après-midi à prendre des dépositions avec la lassitude particulière d'un homme qui avait déjà traité les affaires de cette vallée. Il a regardé Clara avec une curiosité franche quand Cole l'a présentée comme sa vachère et sa responsable de cuisine. Et elle a rencontré son regard avec la franchise stable et directe qu'elle pratiquait depuis 31 ans. Et il a détourné le regard en premier, ce qui était suffisant. Il a confirmé sans expression particulière qu'un homme correspondant à la description de Garrett Webb avait été trouvé par un trappeur 2 jours après la tempête, à 3 miles au nord du pâturage supérieur, dans des conditions compatibles avec une longue exposition à un blanc du Montana. Il n'y avait pas survécu. Le Marshal a enregistré ce fait dans son registre avec l'économie d'un homme qui avait enregistré des faits similaires de nombreuses fois auparavant. Et il a fermé le registre, a accepté une tasse de café de Clara et est reparti vers le sud. Cole est resté dans la cour et l'a regardé partir et n'a rien dit pendant un long moment. Et Clara est restée à côté de lui et n'a rien dit non plus. Et la vallée les a tenus tous les deux dans sa lumière froide et claire d'après-tempête. Et les chevaux se déplaçaient dans les enclos derrière eux. Et les sons ordinaires d'un ranch en activité remplissaient l'air ordinaire. Et quel que soit le poids compliqué que Cole avait porté avec le nom de Garrett Webb attaché, il n'était pas parti. Elle ne pensait pas qu'il partirait jamais entièrement, et elle ne pensait pas qu'il le devrait. Mais il avait changé de forme, ou s'était installé en quelque chose qui pouvait être porté, plutôt que quelque chose qui vous portait. Et c'était autant de résolutions que des gens honnêtes pouvaient attendre des parties non résolues de leur propre histoire. Le printemps est arrivé comme le printemps arrive toujours en haute montagne. Lentement, puis soudainement, puis de manière écrasante. La neige a commencé à se retirer du fond de la vallée dans la 2e semaine de mars, révélant le sol en dessous par étapes. D'abord le sol sombre et humide à la base des pentes exposées au sud, puis les chemins gelés entre les bâtiments, puis l'herbe des enclos, pâle et emmêlée mais vivante, poussant à travers le dernier blanc avec la détermination persistante et banale des choses qui savent qu'elles appartiennent là où elles sont. Les chevaux sont retournés dans les enclos extérieurs. Les vaches laitières sont devenues capricieuses avec l'énergie du dégel et ont produit plus de lait que Clara n'avait de place pour stocker, ce qui était un bon problème. Le meilleur genre de problème, celui qui signifie que quelque chose fonctionne comme il se doit. Thomas a planté des herbes de cuisine dans des boîtes le long du mur sud du bâtiment de la cuisine, et Clara l'a aidé. Ils se sont disputés agréablement sur l'espacement correct pour le thème. Et ils avaient tous les deux raison, ce qui était la façon dont la plupart des choses entre les gens qui connaissaient leur sujet avaient tendance à se résoudre. Pete a eu 18 ans en mars et Clara a fait un gâteau que les hommes ont traité avec la révérence généralement réservée aux grandes occasions, ce qui était le cas. Dawes et Ellis avaient apparemment résolu le désaccord fondamental qui structurait leur relation depuis la naissance. Car ils ont cessé de se disputer constamment et ont commencé à finir les phrases l'un de l'autre avec accord. Ce que tout le monde a trouvé légèrement déconcertant, mais a choisi de ne pas aborder. Lars a coupé assez de bois au cours du printemps pour que le ranch passe les 3 hivers suivants, ce qui semblait être de la planification pour le plaisir de planifier, mais que personne n'a remis en question car les instincts de Lars en matière de préparation ne s'étaient encore jamais trompés.
Le ranch s'est reconstruit. Pas seulement les structures physiques, le mur de l'écurie extérieure, la clôture nord endommagée, la remise qui avait abrité des hommes de Webb et avait besoin d'un nouveau plancher par la suite, mais l'opération elle-même, qui est sortie de l'hiver avec une clarté et une intentionnalité qu'elle n'avait pas tout à fait possédée auparavant. Cole a fait des changements au printemps qu'il envisageait depuis des années, mais n'avait pas mis en œuvre. Un meilleur système pour la rotation des chevaux sauvages qui réduisait le stress sur les animaux et améliorait la qualité des chevaux dressés qu'il vendait. Une expansion de l'opération laitière que Clara avait suggérée en février et qu'il avait incorporée dans les plans de printemps sans cérémonie. Un ensemble d'accords avec 3 ranchs voisins au sud qui formalisaient des arrangements coopératifs autour des clôtures et de l'accès à l'eau, et qui existaient auparavant comme des ententes informelles et étaient maintenant écrites et signées. Parce que les ententes informelles étaient bien jusqu'à ce qu'elles ne le soient plus. Il lui a parlé de tout cela. C'était nouveau et ce n'était pas nouveau, parce que les conversations de cuisine se construisaient vers cela depuis des mois. Mais la franchise de la chose, la façon dont il lui soumettait les décisions avant qu'elles ne soient prises, pas pour approbation, mais pour l'engagement sincère d'un second esprit sur lequel il en était venu à compter. C'était une chose qui s'était solidifiée au cours de l'hiver et qui n'allait pas revenir en arrière. Clara avait des opinions sur la gestion des chevaux, la logistique du ranch et les arrangements contractuels avec les opérations voisines. Et c'étaient de bonnes opinions, éclairées par l'observation, l'intelligence pratique et le genre de clarté spécifique qui vient de ne pas avoir hérité des hypothèses que la personne qui a construit la chose porte sans savoir qu'elle les porte. Il écoutait ses opinions. Il changeait parfois d'avis. Il expliquait parfois pourquoi il allait le faire différemment. Et elle le convainquait parfois qu'elle avait raison. Et il la convainquait parfois qu'il avait raison. Et tout cela se déroulait dans le registre direct et mutuellement respectueux de 2 personnes qui se prennent au sérieux. En avril, quand la vallée était devenue verte sur les bords et que les peupliers le long de la crête étaient voilés de nouvelles feuilles, Cole lui a demandé de marcher avec lui jusqu'au pâturage supérieur. Ils y sont allés le matin, assez tôt pour que la rosée soit encore sur l'herbe, et que la lumière soit de cet or pâle particulier d'un lever de soleil de printemps dans les montagnes. Le genre de lumière qui fait paraître les choses familières brièvement comme les meilleures versions d'elles-mêmes. Le chemin vers le pâturage supérieur était dégagé maintenant, sec et solide sous les pieds. Rien à voir avec la piste enneigée et se refermant qu'il avait décrite la nuit de la tempête. Elle l'a parcouru facilement, égalant sa plus longue foulée sans effort. De la même manière qu'elle l'avait égalé sur la route hors de Ridgefield au début de tout. Le pâturage supérieur était une large cuvette ouverte entre 2 crêtes, entourée de pins et ouverte sur le ciel. Les 6 chevaux qui étaient ici la nuit de la tempête, ceux qu'elle avait rassemblés à la clôture nord dans le noir et ramenés à la maison à travers le blizzard en longe, étaient de nouveau ici maintenant. Masse au pâturage dans l'herbe du début du printemps. Ils ont levé la tête quand Cole et Clara sont apparus à la barrière du pâturage, puis sont retournés à leur pâturage, ce qui était l'expression équine de la confiance totale. Cole s'est appuyé sur la barrière. Il a regardé les chevaux un moment, puis il l'a regardé. « Je veux vous demander quelque chose, dit-il. Elle a attendu. « Je ne suis pas doué pour ça. » Dit-il avec une franchise sur sa propre limitation, qu'elle en était venue à reconnaître comme l'une de ses qualités les plus caractéristiques. Il ne jouait pas une confiance qu'il n'avait pas. « Je suis seul depuis longtemps et je sais ce que ça fait à la capacité d'une personne de demander ce qu'elle veut, parce qu'elle s'est habituée à ne pas vouloir des choses qu'elle ne peut pas garantir. »« Cole, dit-elle doucement. « Je vous demande de rester, dit-il. Pas comme vachère, ou pas comme personnel de cuisine. Comme ma femme. Comme la personne avec qui je veux construire le reste de tout ça. Si vous l'acceptez. » Il a fait une pause. « Je sais ce qu'est cet endroit. Je sais à quel point c'est dur et à quel point c'est loin de tout. Et ce que coûtent les hivers. Je ne vous le demande pas parce que j'ai besoin de quelqu'un pour cuisiner et traire les vaches. Je vous le demande parce que... » Il s'est arrêté. Il a recommencé. « Je vous le demande parce que vous avez traversé un blizzard avec une poutre de pin, et vous m'avez regardé à travers une place de marché, et vous n'avez pas bronché. Et j'ai passé 15 ans dans cette vallée,
et je ne me suis jamais senti une seule fois comme si je ne le faisais pas seul, jusqu'à ce que vous soyez là. Clara a regardé les chevaux dans la lumière du matin. Elle a regardé la ligne de crête qu'elle avait apprise par silhouette au cours de l'hiver, chacune aussi familière qu'un visage maintenant. Elle a regardé la barrière du pâturage sous ses mains, son bois usé par le temps. Omaha, les montagnes au-delà de la crête supérieure devenant or pâle alors que le soleil montait. Elle a pensé à Thomas et à ce qu'il aurait pensé de cette vallée, de cet homme ce matin. Elle a pensé qu'il aurait approuvé. Parce que Thomas l'avait aimée avec l'amour spécifique de quelqu'un qui voyait clairement ce qu'elle était et en voulait la totalité. La taille, mais la force, les mains capables et la volonté d'affronter les difficultés. Et parce que Thomas était parti depuis 2 ans maintenant. Et elle avait été fidèle à sa mémoire avec la fidélité d'un amour sincère. Ce qui signifiait qu'elle avait continué à vivre, à travailler, à être entièrement et sans excuse la personne qu'il avait aimée. Elle a pensé à la place du marché, à l'eau grise, au talon fissuré de la botte qu'elle avait remplacée en février par une bonne paire qui lui allait. Elle a pensé à ce qu'elle avait dit à Cole sur le porche après la tempête. Les gens qui ont besoin que vous restiez petite le font parce que cela les sert. Elle a pensé, je ne suis jamais restée petite, pas une seule fois. Pas même quand j'étais trempée sur une place de marché avec 200 personnes qui riaient, je ne me suis jamais rendue plus petite que je ne le suis. Et je ne vais pas commencer maintenant. Et ce que cet homme me demande, ce n'est pas d'être plus petite. Il me demande d'être exactement ceci, exactement ce que je suis. Ici, dans cette vallée, à cette barrière, dans cette lumière. Oui, dit-elle. Cole la regarda. Oui, dit-elle à nouveau. Plus simplement, de la manière dont on dit une chose vraie 2 fois, parce qu'une seule fois ne contient pas tout son poids. Il a pris sa main de la même manière qu'il l'avait fait sur le porche après la tempête, la couvrant complètement, entièrement chaude. Et il l'a tenue, et elle a tenu la sienne. Et les chevaux paissaient dans la lumière du matin, et la vallée s'ouvrait en dessous d'eux dans toutes les directions, verte, blanche et dorée, énorme, indifférente et belle, comme le sont les meilleurs endroits. Ils se sont mariés en juin, quand la vallée était dans sa pleine et brève gloire estivale, et que les peupliers le long de la crête étaient teints en dérive de graines blanches, et que les chevaux dans les enclos étaient lisses, gras et couraient pour le plaisir. Hank était le témoin de Cole. Clara n'avait plus de famille pour être à ses côtés. Elle a regardé les 5 hommes pour qui elle avait cuisiné et avec qui elle avait travaillé. À travers un hiver du Montana, un blizzard et une attaque dans la nuit. Et elle a demandé à Pete qui est devenu tout rouge et a dit oui avec la férocité de quelqu'un qui fait un vœu. La cérémonie fut brève et simple, menée par le ministre itinérant qui passait dans la vallée 2 fois par an. Thomas a pleuré, ce qu'il a nié par la suite avec une grande conviction. Lars a apporté des fleurs sauvages du pâturage supérieur, ce que tout le monde a prétendu être tout à fait normal. Clara portait une robe qu'elle avait faite elle-même au cours de mars et avril, travaillant dessus le soir à la lueur du feu après que la cuisine soit nettoyée. Une laine bleue foncée qui lui allait exactement comme elle était. Pas déguisée, pas minimisée, pas arrangée pour suggérer une forme différente, mais habillée et finie avec un soin et une précision qui en faisaient quelque chose qui valait la peine d'être vu. Elle avait pris le temps. Elle l'avait fait de ses propres mains. Elle s'était regardée dans le petit miroir de sa chambre avant de sortir. Et elle s'était regardée sans broncher. Et ce qu'elle avait vu, c'était une femme qui était arrivée dans cette vallée avec une botte fissurée, un manteau emprunté, ou une dette et un esprit brisé qu'elle avait refusé de laisser se briser complètement, et qui se tenait maintenant dans une robe de sa propre fabrication, le matin de son propre choix, et qui était sur le point de sortir et de réclamer tout ce qu'elle avait gagné. Elle est sortie. Le ranch que Clara et Cole ont construit dans les années qui ont suivi était une chose différente de ce qu'il avait été avant son arrivée. De la manière spécifique dont tout ce qui est construit par 2 personnes qui se complètent plutôt que de se dupliquer est différent de ce que l'un ou l'autre aurait construit seul. L'opération de chevaux sauvages s'est étendue et affinée. La patience et les connaissances de Cole étant désormais soutenues par l'intelligence administrative et logistique que Clara a apportée au côté commercial. Les contrats, les relations avec les acheteurs, les structureurs de prix qui assuraient la rentabilité de l'opération sans compromettre la qualité que Cole refusait de diluer.
La laiterie s'est développée en une entreprise à part entière, fournissant 3 villes et finalement un réseau de colonies à travers le territoire, bâti sur les fondations des connaissances de Clara et de ses relations avec les gens qui achetaient chez elle. Des relations nouées de la manière directe et pragmatique d'une femme qui avait appris par une dure expérience que l'entreprise la plus durable est celle qui est construite sur ce que vous êtes réellement, plutôt que sur la version de vous-même qui se présente bien à distance. La cuisine est restée le centre de la vie du ranch, comme elle l'avait toujours été. Il y a eu de nouveaux hommes au fil des ans, et Clara les a tous nourris. Et ils ont appris les mêmes choses que Hank, Pete, Thomas. Or, Lars et les frères de Géorgie avaient appris le premier hiver que la cuisine était chaude, que la nourriture était bonne, et que la femme qui la dirigeait n'était pas intéressée par votre opinion sur sa taille, ses manières ou son droit d'occuper l'espace qu'elle occupait, et que si vous vous asseyez à sa table, mangez ce qu'elle mettait devant vous et vous comportiez comme une personne qui méritait d'être là, vous seriez traité en conséquence. Et Hank est resté jusqu'à ses 64 ans, travaillant à un rythme qui aurait fait honte à des hommes de 20 ans plus jeunes. Et quand il a finalement pris sa retraite dans une petite maison à Ridgefield que Cole lui a achetée, il a serré la main de Clara à la porte, l'a tenue un moment et a dit « Vous êtes la meilleure chose qui soit arrivée à ce ranch. » Et Clara a dit « Nous savons tous les deux que Joséphine Lavache aurait son mot à dire là-dessus. » Et il a souri du plein sourire. Et le vrai, celui qu'elle avait vu peut-être une douzaine de fois en toutes ces années. Et il est monté sur le chariot et est parti vers le sud. Pete est devenu le bras droit de Cole à 23 ans et finalement un partenaire, ce qui n'a surpris personne qui avait prêté attention. Thomas a ouvert un restaurant, finalement, dans une ville à 2 vallées de là. Il envoyait à Clara des recettes et des lettres 2 fois par an. Et se présentait parfois au ranch pour 3 jours et cuisinait tout dans la cuisine pendant que Clara supervisait avec grand plaisir et prenait des notes sur ce qu'il avait appris. Lars n'a jamais beaucoup parlé, mais il est resté. Et chaque printemps, il apportait des fleurs sauvages du pâturage supérieur. Et chaque année, le ranch était chaleureux. Un soir, à l'automne de leur 3e année de mariage, Clara est sortie sur le porche de la maison. La maison principale maintenant, sa maison. La large maison en bois sombre avec porche que Cole avait construite avec de mauvais outils et une obstination impossible. 20 ans avant qu'elle ne se tienne sur une place de marché dans un manteau mouillé et ne décide de continuer à marcher. Elle se tenait sur le porche et regardait la vallée dans la dernière lumière du soir. Les lignes de crête s'assombrissant sur les bords, les enclos calmes, les chevaux installés. La fumée du bâtiment de la cuisine s'élevant droite et stable dans l'air calme de l'automne. Elle a pensé brièvement à Margaret Hollis, comme elle le faisait parfois, pas avec amertume, qui s'était éteinte quelque part au cours du premier hiver du Montana, mais avec la clarté froide et factuelle de quelqu'un qui a la perspective de la distance. Elle a pensé à l'eau grise, au rire et au rouleau de lin qu'elle avait porté à travers une place de marché sans plus avoir d'endroit où le livrer. Et elle a pensé à toutes les choses qui avaient dû être exactement ce qu'elles étaient pour qu'elles se tiennent exactement ici. Et elle a pensé qu'il y avait une justice particulière et difficile à nommer dans le fait que le corps qui avait été exposé publiquement comme preuve de son inutilité était le corps qui avait porté une poutre de ping à travers un blizzard et tenu un homme blessé debout sur 60 mètres de conditions de blanc total et ramené 6 chevaux sauvages à la maison dans le noir. Elle a regardé ses mains. Ce n'étaient pas les mains d'une femme qui avait été sauvée. C'étaient les mains d'une femme qui s'était sauvée elle-même, de la manière spécifique et irremplaçable de quelqu'un qui était fait pour la vie exacte qu'elle menait, et qui avait simplement eu besoin de trouver l'endroit où cela était vrai. Elle a entendu la porte d'entrée s'ouvrir derrière elle. Cole est sorti, s'est tenu à côté d'elle, a regardé la vallée et lui a tendu une tasse de café. Elle l'a prise et ils se sont tenus ensemble dans la dernière lumière de l'automne. Et la vallée les a tenus et le ranch a tenu et elle était chez elle. Elle était chez elle depuis longtemps déjà. Elle a pensé qu'elle ne l'avait juste pas toujours su.